Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Bio, votre chaîne de rapport data tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gros Titi pour la lecture et l'analyse d'une toute nouvelle armée pour Warhammer Age of Sigmar. Elle est réchauffée avec les forges ruines de Hut. On est les amis à 1 an et 1 mois de la sortie de la 4ème édition de Warhammer Age of Sigmar, jeu qui a fait quand même un petit peu de yo-yo par rapport à son adoption au sein de la communauté, que ce soit par certaines règles, en tout cas certains mécanismes de building de liste, et aussi le fait que potentiellement Game Workshop soit arrivé aussi avec la version Spearhead, qui est excellent, qui a peut-être un petit peu cannibalisé, on va dire, certains casual players de Warhammer Age of Sigmar. Là ils arrivent avec une très belle surprise, qui est une nouvelle armée, en tout cas une armée issue du vieux monde qui vient dans Warhammer Age of Sigmar avec l'équivalent des nains du chaos. Très belle surprise, hein. Pour moi en tout cas je vais être dithyrambique parce que j'ai été cueilli par Game Workshop par rapport au gameplay, par rapport au style, par rapport à l'énergie qu'ils réinsufflent dans Warhammer Age of Sigmar. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah déjà je suis content qu'il y ait une nouvelle armée parce qu'on a quand même des armées qui ont disparu, les orques sauvages et les zombettes là en juin. Et du coup là, retour d'une armée phare qui avait eu déjà 2 éditions, une au sein de Warhammer Battle et ensuite une édition plutôt Forge World, pareil sur la fin de la V7 V8. Et là du coup qui a ensuite complètement disparu du coup des jeux Warhammer et qui revient full gamme plastique puisqu'on était sur une gamme résine pour ceux qui ont déjà une collection avec un design particulier où ils ont changé leur style et moi je suis ultra fan et il est plus proche pour le coup de l'historique et du fluff qu'on connaît de cette armée là que ce qu'avait pu faire Forge World. Un design particulier, une gamme qui est suffisante pour faire plusieurs collections. Ça a souvent été un des reproches. Faire Slayer, Idonat, c'est sorti, il n'y avait pas beaucoup d'entrées, etc. Là, il y a plusieurs entrées, plusieurs gameplays, et c'est tout nouveau, donc c'est hyper frais, c'est très stylé. Yes, ça sort à l'occasion donc de l'arrivée d'une boîte collector qui contient directement le livre d'armée dans une version collector au niveau de sa couverture, la Spearhead entière, donc une vraie belle boîte pour démarrer aussi bien pour faire du vrai jeu 1000 points, 2000 points, que pour faire du Spearhead, puisqu'encore une fois vous avez tout dans cette boîte. T'as bien fait de le dire, hein, beaucoup d'entrées, beaucoup de gameplay, une belle profondeur. En termes de visuel, le bouquin il est tout nouveau, c'est une nouvelle armée, en tout cas même si c'est inspiré des anciens nains du chaos, ce ne sont que des nouveaux visuels, et c'est donc complètement fou. Vraiment moi j'ai adoré le gameplay, c'est un gameplay pourtant tir, un petit peu attentiste on bouge de 4 parce qu'on est des nains même si on est un petit peu mieux derrière, mais on a des outils justement pour pouvoir se faire respecter sur la table de jeu. On propose différents types de listes aussi, ça c'est très cool. En termes de modélistes, tu l'as dit, les figurines sont magnifiques, elles ont une belle échelle, on est plus gros que sur des Votann pour représenter un peuple de petite taille. Le seul défaut que je vais lui trouver, c'est finalement le lore qui est assez léger. Encore une fois, ils expliquent les bases, les fondamentaux sur que ce sont des dieux ardins et ainsi de suite. Le fait est quand même que j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de redondance, puisque je me suis vraiment jeté corps et âme dans cette armée pour renouer avec Age of Sigmar, mais vraiment en mettant les 2 pieds dedans, et j'ai été très très positivement surpris par l'ADA, par beaucoup de choses. Encore une fois, juste petit regret, c'est le lore. Après, c'est une armée au niveau du gameplay que tu vas pouvoir nous dire si on recommande à des débutants ou pas. Clairement en peinture, vous pouvez y aller. On est sur des figurines qui étonnamment sont très caricaturées sur leur volume. Les codes d'omaille n'existeraient pas dans la vraie vie parce qu'on serait sur des plaques d'armure qui seraient séparées et qui seraient épaisses comme ça, mais ça fait quand ça glisse sous le pinceau, c'est flatteur, c'est facile quand on est un débutant, on peut s'éclater quand on est un confirmé, on peut faire du métallique ou on peut au contraire partir sur plein de teintes qui n'ont rien à voir avec tout ça. On a plein d'effets avec encore une fois des métalliques, des drapés, de la chair, et donc on peut vraiment se faire plaisir dans tous les sens avec une échelle qui surprend parce que même si on est sur des duardins, on est quand même un petit peu bulky et donc on est sur une belle échelle qui permet de se faire plaisir. Toi au niveau du gameplay, est-ce que c'est une armée que tu conseillerais à un débutant? Ouais, donc le gameplay, pour en parler, on revient un tout petit peu sur ce qu'on connaît du fluff de ces nains-là. En gros, vous aviez dans les chaînes de montagne, vous avez globalement les nains qui s'installent et qui font un peu de commerce avec les autres races, mais qui aiment globalement pas grand monde. Eux, c'est pareil, ils vivent aussi dans des cités dans les montagnes, et de l'historique que moi je connais, c'est des nains qui étaient dans des territoires qui ont été corrompus par le chaos, qui du coup se sont coupés de la race naine au fur et à mesure, et qui se sont encore plus isolés en quittant la surface, que les nains, oui, vivent un peu à la surface et ont juste leurs activités minières, etc. sous terre. Du coup, eux, ils ont complètement coupé, ils vivent que sous terre, et au fur et à mesure de l'influence du chaos, ils ont commencé à avoir des déformations, donc ça se voit sur leur visage, ils ont des petites cornes et des dents qui sortent à la manière de grosses canines et des griffes et tout, c'est assez cool. Et globalement, ils ont commencé à vénérer d'autres dieux, donc ils ont un dieu taureau qui s'appelle Hut, et puis il y a d'autres un peu sous-dieux, etc. Vous trouverez plusieurs noms dans le bouquin. Et leur style, c'est du coup, ils ont appris la magie avec cette influence chaotique, et ils sont en capacité de mixer le côté, on va dire, minier et forgeron des nains avec ce côté démoniaque, c'est-à-dire qu'ils vont emprisonner grâce à la magie et à des runes des démons et les installer dans des machines. Voilà. Et c'est marrant parce que quand tu as parlé magie, c'est même de la sorcellerie qui fait qu'en effet, et donc ils vont animer leur création. C'est ça. Et donc là où les nains sont plutôt sur l'excellence en termes de
d'un point de vue forge pour pouvoir faire les meilleures machines, eux sont des bons forgerons nains aussi, mais vont booster leurs machines en mettant des démons qu'ils enferment à l'intérieur. Et à côté de ça, on leur prête un rôle qui est aussi un rôle un peu d'esclavagiste, c'est-à-dire qu'ils aiment bien assouvir les races que font pas du tout les autres nains, notamment des hobgrottes. C'est ce que je veux dire, là ça va parce que c'est des grottes. C'est des grottes, mais c'est une minorité silencieuse. C'est ça, mais aussi leurs prisonniers de guerre, etc. Vous verrez qu'il y a pas mal de traits qu'on peut retrouver, que ça soit dans l'or, dans les intitulés, les petites histoires qu'il y a en dessous des personnages et tout, et même dans les artefacts ou dans les traits de co, où du coup on appuie sur ce volet-là, où du coup c'est une race qui est quand même extrêmement solitaire, qui peut faire office de mercenariat, mais qui déteste un peu globalement tout le monde et qui vit extrêmement reclus et du coup qui a son propre gameplay, sa propre façon de fonctionner. Et on retrouve ça du coup, ce fluff influe sur leur gameplay. On a une armée de nains avec du coup ce côté un peu résilient, très armuré, tanky, que vous connaissez par toutes les références, Seigneur des Anneaux, dans n'importe quel film de fantasy on a ça. Mais à côté, on va avec des machines de guerre en soutien, donc on peut se dire un peu statique, un peu défensif, mais on apporte le côté un peu chaotique qui vient avec ces machines démons qui donnent de la vitesse. Donc on a des personnages sur des taureaux volants mécaniques qui du coup vous donnent des monstres volants qu'on n'a pas du tout dans les armées de nains, qui n'existent pas même dans le lore fantasy. Et puis à côté des créatures avec lesquelles ils sont alliés, donc il y a des centaures qui apportent du coup une cavalerie. Et du coup on a ce mix d'une armée qui globalement un peu plus complète en termes d'effectifs, avec tireurs, unités de corps à corps, unités sacrifiables avec les esclaves, des machines de guerre en soutien, et aussi des unités rapides qui peuvent aller sur les flancs, créer un petit peu plus de jeu, etc. Et donc c'est globalement une armée qui a toujours attiré aussi les joueurs nains à l'époque, parce qu'elle est un peu plus dynamique, on fait plus de choses, on a aussi de la magie et des prières, contrairement aux nains qui sont entre guillemets contraints parce qu'ils détestent la magie à faire que des prières. Et donc c'est un gameplay qui est un peu plus vaste avec un peu plus d'options. Voilà, donc pour les gens qui adorent les nains mais qui veulent plus de profondeur de jeu, en général ça a toujours été une armée assez attirante. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la règle d'armée globalement, c'est le fait de corrompre soit des objectifs, soit des éléments de terrain, et vous allez pouvoir farmer tout au long de la game des points que vous allez attribuer à des unités, et chaque unité va avoir des bonus dépendamment des points que vous allez lui mettre dessus, qui sont stackables, donc empilables jusqu'à un maximum de 3. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la règle d'armée va avec le tempo qu'on imagine d'un nain. C'est-à-dire qu'on va avoir une montée en puissance qui va être crescendo sur la partie, puisque plus on va corrompre les objectifs ou les éléments de terrain, plus on va farmer ses points. Et quand on bouge de 4, en effet, c'est vraiment T3, T4 qu'on va vraiment pouvoir s'épanouir. On va même se retrouver finalement en fin de partie avec le fait de surbooster les 2 unités qui nous restent et en faire des putains de tueurs. Et ça va avec ce tempo nain qu'on attendait, beaucoup plus, comme tu le dis, dynamique que attentiste de écoute, je suis full machine de guerre et en fait je fais juste des phalanges et je te canarde avec mes artilleries quoi. Yes. Donc c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équilibrage interne du livre, encore une fois par rapport à la multiplicité des gameplays ou des collections qu'on va vouloir orienter derrière, et aussi au niveau du reste du monde? Comme tout armée nain, on peut s'attendre à un tir qui est quand même assez puissant, vous verrez que c'est le cas. Donc je trouve que le tir, ça m'étonnerait qu'on voit des armées naines entre guillemets sans aucun tir, parce qu'il a l'air quand même assez puissant. Et après l'équilibrage interne a l'air plutôt cool, c'est-à-dire que toutes les unités, on leur trouve quelque chose à faire rien qu'à la lecture, donc ça déjà c'est assez rare, parce qu'on dit des fois il y a quand même des très grosses changements de niveau dans les règles entre entre guillemets une page et une autre. Là pas du tout, c'est plutôt bon un peu à chaque page, et donc on a très envie de tester plusieurs listes. Je pense et on a évidemment toujours les sous-factions qui vont nous pousser à jouer un peu plus un type d'unité, donc un peu plus de machines de guerre dans l'un, un peu plus d'épatés d'infanterie dans l'autre, un peu plus de machines taureaux dans un autre, etc. Et donc on va pouvoir pousser notre armée dans un style un peu différent, et puis se trouver aussi des représentations sur le champ de bataille qui sont cool. Moi je pense que c'est une armée qui peut tout à fait bien être designée pour tout ce qui va être scénario où il n'y a pas énormément d'objectifs, qui va par contre éprouver quelques petites difficultés contre des armées très rapides sur du multi-objectif. Ça reste des nains, la majorité de l'armée à mouvement 4, même si on a de la cavalerie, forcément ça vaut plus cher. C'est une bonne cavalerie qui est pas non plus la plus forte du jeu par rapport à ses concurrents type Varangard, Chevalier de Sang, etc. Donc moi je trouve ça équilibré, et je pense qu'ils auront des bons matchs contre à peu près tout le monde, parce que ça reste on peut pas rentrer dedans facilement, leur reprendre des objectifs ça va être compliqué. Ils ont tout ce qu'il faut dans le jeu, c'est-à-dire des anti-ordres, des frappes en dernier, des capacités de rendre des choses occultantes, vous verrez. Donc vous avez un gameplay aussi qui peut être poussé assez fort pour rendre des difficultés à un peu tous les adversaires. Donc moi je trouve que c'est une armée qui pourra affronter quasiment tout le monde,
et en plus on aura une variété dans ce qu'on pourra mettre sur la table. Yes, pour les personnes qui seraient encore une fois restées sur l'ancienne image de Warhammer Age of Sigmar, que ça soit par les versions antérieures ou même par ce début de 4ème édition qui a pu encore une fois, qui a pu ne pas plaire à tout le monde, là on est vraiment dans la lignée de ce qui a été refait, c'est-à-dire qu'en termes de coût en points, une unité va coûter entre 100 et 200 points, et on va dire tout ce qui est élite entre 150 et 250 points, et les gros monstres sur Taureau sont aux alentours des 300 plus. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a été standardisé avec le dernier Battle Scroll, et qui vous permet de faire de nouveau des belles listes qui s'approchent un petit peu de ce qu'on avait en V2. Et en tout cas, moi, c'est vraiment un moment dans lequel j'ai vraiment envie de me remettre dans le jeu, parce que je trouve que Game Workshop a su redresser la barre des reproches qui leur avaient été faits sur Age of Sigmar. Ouais, puis ils ont pas pris des pincettes comme on a vu des fois à certaines sorties où ils mettent tout hyper cher en se disant on veut sortir un truc mais on veut pas que ce soit pété. Là, c'est plutôt dans la lignée, comme tu l'as dit, de ce qui se fait actuellement. Donc si jamais on se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu déséquilibré dans les prochains mois, ça sera juste corrigé sûrement en décembre. Voilà. Pour maintenant revenir sur la règle d'armée, on va découvrir ensemble les traits de bataille. Il va falloir comprendre qu'il y a deux notions. La première, ce sont les pions de désolation. Au début de n'importe quel tour, y voir donc ami ou ennemi, chaque fois que vous allez contester soit un objectif, soit un élément de terrain, vous allez pouvoir lui appliquer un pion de désolation. À partir du moment où c'est fait, un objectif ou un élément de terrain ne peut avoir qu'un seul pion de désolation, mais vous n'allez plus jamais les perdre. Ouais. Ces pions de désolation, par contre, au début de votre tour, ils vont être convertis en pions de pouvoir démoniaque. Et c'est au début de votre tour que vous allez pouvoir les distribuer à chacune des unités. Et avant ça, bien évidemment, si jamais c'était pas le premier tour, vous allez retirer les pions que vous aviez. Et c'est donc en fait, en gros, cette espèce de carburant que vous allez pouvoir distribuer à vos unités et qui va monter crescendo dans la partie, puisque plus on va avancer, plus on va pouvoir contester des objectifs ou des éléments de terrain, et je rappelle que ça, ces points, vous allez les stacker tout au long de la partie. Et deuxième levier que vous allez avoir, c'est un ordre, c'est la réserve des pions démoniaques, une fois par tour, mais à n'importe quelle phase de héros, donc pareil, vous allez pouvoir le faire 2 fois par round de bataille. Si jamais vous aviez distribué moins de 3 pions, vous allez pouvoir prendre une unité et lui mettre 2 pions. Ouais. Si jamais vous aviez distribué au moins 3 pions, vous allez prendre une unité et lui donner qu'un seul pion. Donc c'est cette conversion aussi de pions d'ordre, qui est assez un carburant très cher dans le jeu, qui va vous permettre aussi de synergiser vos armées. Qu'est-ce que toi t'en as pensé ? En tout cas, je trouve ça très frais. Et au début, j'aimais pas. Et en fait, on se rend compte que ça va vraiment monter crescendo proportionnellement dans la partie, quoi. Pour cette mécanisme, il faut quand même regarder les tables et voir comment est-ce que vous allez starter. Parce que vous dites, bon, c'est mon carburant, mais j'en ai immédiatement besoin. Vous allez voir qu'il y a des unités qui passent de vraiment pas dingue à de plus en plus fortes en fonction du nombre de points qu'on va leur mettre, ou de plus en plus tanky. Il y a plusieurs mécanismes. On a de l'attrition, du tanking en fonction de ce qu'on va mettre dessus. On peut mettre par unité de 1 à 3 pions. Globalement, pour chaque pion, vous allez monter en puissance ou en résistance à chaque fois. On peut dire que sur toutes les tables, en regardant un peu les scénarios, vous allez avoir très facilement, même sans trop vous contraindre dans votre déploiement, de 3 à 5 points en restant quasiment dans votre zone de déploiement. Et sans aller dans le territoire ennemi, vous pouvez quasiment doubler cet effectif-là, puisque comme après vous ne les perdez pas, le joueur adverse, même s'il vous réenfonce, juste un tour d'avancée, d'avoir pris quelques trucs, ça permet juste de largement prendre la map et de jouer après avec à minima, on va dire 6 pions jusqu'à quasiment une dizaine si les 2 premiers tours vous n'avez pas été trop embêté. Et vous êtes suffisamment tanky pour que tout le monde puisse pas vous foncer dessus sans réfléchir. Et normalement, ça vous suffira à animer toute votre partie facilement. Le seul danger qu'il peut y avoir, c'est évidemment si par exemple un adversaire prend plutôt la table et essaye de vous agresser pour repousser votre capacité à mettre des pions. Ça peut être un peu embêtant, mais l'ordre permet de survivre quand même si on a que 4 pions de bas, je peux faire 2-2, splitter du 1 partout et je peux quand même rajouter un peu. Et en plus, on a des mécanismes internes au livre qui permettent aussi de nous aider à distribuer des pions si jamais, vous verrez. Donc dites-vous que le carburant est quand même fiable. Voilà, moi j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'on puisse vraiment se faire plaisir avec cette mécanisme et en plus on n'est pas perturbé par l'adversaire, donc en fait on est assez très rapidement free de pouvoir le faire. Pour vous donner un exemple sur le tanking, par exemple vous allez distribuer un pion sur une unité, elle va obtenir une protection A6, un deuxième pion une protection A5 et un troisième pion une protection A5 et une protection A4 contre tout ce qui va être sort. Et pareil pour la projection, par exemple les taureaux, vous allez par chaque pion que vous allez mettre dessus encore une fois de 1 à 3, vous allez gagner 1 pouce à votre charge. Ouais. Donc c'est vachement bien, c'est vraiment très très sympa ce mécanisme. Ouais, vous verrez qu'il y a des mécanismes qui se couplent avec leurs règles des fois natives, où ils ont des règles, par exemple quand tu dis les taureaux, une règle de charge et du coup ça la turbo buff et du coup l'unité elle devient vraiment très très sexy quoi. On a vraiment un bon kiff et du coup même en tant qu'adversaire il va falloir réagir à la distribution de ses pions par rapport à la gestion. C'est hyper intéressant aussi d'avoir des unités un peu différentes pour pouvoir
forcer l'adversaire à lui proposer différents choix. On passe maintenant au niveau des formations de bataille, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de changer un petit peu votre gameplay. Ils sont au nombre de 4. On commence par le host Hashutit, qui est rassembler les légions à chaque fois qu'une unité d'infanterie a au moins 3 pions de pouvoir démoniaque sur elle et qu'elle utilise l'ordre ralliement. Elle ajoutera alors 3 dés. Ouais, très fort, mécanisme qu'on trouve. Alors c'est assez rarement dans les sous-allégeances pour le coup, mais ça reste un très bon truc, ça permet de remonter très vite, sachant qu'on a pas mal aussi d'infanterie, qu'on est musicien. Donc du coup on fait des ralliements à 10 dés, ça fait ramener 5 modèles à chaque fois, c'est plutôt puissant. Si vous êtes plutôt basé infanterie, je pense que ça reste un excellent choix très très stable. Pour illustrer un petit peu le gameplay qu'on va retrouver autour de l'infanterie, vous allez retrouver 4 unités différentes, en réalité 2 qui vont à chaque fois avoir des options d'armes différentes, donc les nains qui vont soit recevoir les charges avec les lances, soit les nains qui vont être un petit peu meilleurs au niveau de leur déplacement, puisqu'en gros quand ils vont faire un jet d'advance ça sera un 4 minimum, qui eux sont avec les épées. Ensuite vous allez avoir 2 autres types d'unités d'infanterie qui elles sont les infanteries. Ça fait quand même 4 entrées qui peuvent bénéficier de ça pour justement jouer sur le ralliement et un petit peu ces listes à swarm. Ouais, sachant qu'on vous le dit une fois, mais donc ce sera pas un gotcha. Non, c'est ça. Mais les pions démoniaques et tout ce qui est ça ne fonctionne pas sur les hobgrottes. C'est précisé à chaque ligne, mais voilà, ça ne fonctionne pas sur les hobgrottes. Évidemment, ce sont les esclaves, donc ils ne bénéficient de rien. Yes. Ensuite, deuxième type de gameplay, ça va être celle autour des machines de guerre. Ça va être la batterie de rétorsion avec comme règle munitions expérimentales. On va ajouter 1 à la caractéristique d'attaque pour les machines de guerre à partir du moment où elles ont 3 pions démoniaques. 4 machines de guerre pour l'instant, 2 canons, un qui va faire juste des gros trous, un qui va nerfer les ordres adverses, et ensuite vous allez avoir l'équivalent de 2 énormes monstres de corps à corps, un qui va faire que du corps à corps et qui tape comme un gros goret en plus d'être très tanky, et un autre qui va faire la même chose mais qui va tirer aussi. Ce qui est rigolo, c'est que globalement au niveau donc des 2 gros monstres qui font que de la savate, eux, à chaque fois que vous leur mettez un pion démoniaque dessus, ils gagnent une attaque. Faut donc imaginer que quand vous allez ajouter 3 pions, pour pouvoir débloquer ça au niveau de la formation, vous allez gagner 3 attaques plus une, donc 4 attaques au tir au corps à corps. Ouais, c'est un peu le passif. Dommage que ça soit aussi au close, que je pense que ça buff quand même pas mal. Maintenant au shoot ça rigole 0, sachant que vous verrez aussi les machines de guerre ont des buffs quand elles sont full stackées. C'est vraiment bon. Et à noter que les taureaux, du coup les espèces de grosses on va dire infanterie monstrueuse, machines de guerre, ne sont pas monstres, donc en plus ils peuvent se cacher avec les occultants, donc ils peuvent devenir particulièrement compliqués à tuer, et en plus ils ont des règles qui sont vraiment pas mauvaises, avec en plus vous verrez des petits trucs assez twist qui sont cool dans les traits de commandement, les artefacts qui permettent encore de les booster. Moi je les aime beaucoup ces gros taureaux, surtout celui de Close, il est vraiment très très sympa. Yes. Troisième formation, les cornes du père taureau. Là, ça va être destiné à développer des gameplays autour des cavaleries. La règle, c'est les taureaux de la ziggurat. Effet, ajouter 2 pouces à la caractéristique de mouvement des unités cavalerie et de monstres quand vous avez 3 points sur elle. Au niveau donc des cavaleries et des monstres, vous allez donc avoir 4 entrées différentes, 2 personnages sur taureau mécanique qui vont avoir eux des buffs de tanking à partir du moment où ils ont des points sur eux, et les désunités de vraie cavalerie avec les centaures qui eux ont déjà comme buff de si jamais vous leur donnez 1, 2 ou 3 points d'ajouter 1, 2 ou 3 pouces à leur charge. Donc là il faut imaginer que les mecs, si vous leur mettez 3 pions, ils ont plus 3 à la charge et plus 2 en mouvement. Ouais, on va du coup tomber sur une armée qui est très élite avec on peut prendre 2 personnages sur taureau avec full cavalerie centaure derrière, et ça peut donner un gameplay qui va complètement changer, où vous allez être extrêmement agressif et extrêmement rapide pour une armée de nains. Ça peut aussi surprendre et trouver un gameplay qui a un style unique. Ouais, complètement. Et dernière formation, la 4e qui cette fois-ci va booster tout ce qui est casting, c'est la domination magique de la cabale des forges démons. Ajouter 1 au jet de lancement, dissipation, bannissement et récitation, donc c'est tout. Offensif, défensif, prière et magie. Et si jamais ces personnages-là ont 3 pions sur eux, vous aurez plus 1 don pour caster. Au niveau des prêtres, vous allez en avoir 2, un monté, un à pied. Celui à pied va avoir comme synergie avec le nombre de points qu'on va mettre sur lui de booster les machines de guerre au niveau de leur portée en ajoutant 6 par pion mis. Donc il faut savoir que s'il a 3 pions sur lui, il augmente de 18 pouces la portée des machines de guerre, et il est aussi plus 1 sur casté, là où le prêtre lui n'a pas de bonus à part le plus 1 si tu lui mets 3 pions dessus. Ouais, c'est pas un mauvais buff, parce que les plus 1 cast, les plus 1 incitation, etc., c'est fort dans le jeu aujourd'hui. Plus 1 pour dissiper, c'est très fort. Donc c'est pas interdit, les 3 ont l'air plus shiny quand on les regarde comme ça. C'est pas complètement interdit que le dernier soit choisi quand même, parce qu'il est aussi un peu passe-partout. Et le buff est assez fort. Maintenant, ça va être compliqué, on va dire, dans une armée classique à 2000 points, on peut se retrouver avec de 2 à 3 niveaux de casting de sorts et 1 ou 2 prêtres seulement. Et ils n'ont pas de domaine de prière, de manifestation à eux, donc je pense que ça sera peut-être le petit dernier, celui-là, malheureusement.
mais à garder en tête même pour changer un peu de gameplay, parce que ça sera de toute façon pas mauvais si on sait pas trop quoi prendre et que vous avez une collection un peu pas partout avec pas assez de machines de guerre et tout. Vous pouvez toujours partir sur celui-là, ça sera jamais décevant, parce que dans toutes les armées du jeu aujourd'hui vous affrontez des prêtres, même des prêtres de corne, ils peuvent poser des manifestations sur table que vous allez pouvoir bannir plus facilement, etc. Ça peut enlever une partie de la frustration aussi d'affronter de la magie et tout, de dissiper à +1. Donc ça sera de toute façon agréable à jouer, et peut-être plus simple aussi pour commencer, parce que on n'a pas trop de mécanismes à souvenir. Globalement, moi je mets 3 pions pour mon prêtre, il a +1, etc. C'est plus facile. Yes, plusieurs choses de ce que tu as dit. Première doléance qu'on a sur cette armée, en effet, pas de décor de faction et pas de domaine de manifestation. Ouais, c'est dommage. En plus, il y avait des trucs, je pense, stylistiquement assez cool à faire. Une forge, un taureau, encore un truc de taureau. Ça vient de la paix. Un courant d'air, terminé. C'est la chier chier ta magie. et ouais, pas de manifestation aussi. On aurait pu imaginer plein de choses avec des démons libérés qu'ils essaient de contrôler. Je sais pas. Enfin, je pense que après, je pense que ça peut arriver. Hein. Games nous habitue aussi. On l'a vu avec les idonettes. Après quelques années, bam, clac, manifestation et tout. Je pense que ça va arriver, parce que je pense qu'un point de vue design, il y a des trucs assez dingos à faire pour les sortir. Pour conclure sur les formations, 4 formations, 3 gameplays ultra shiny comme t'as dit, et même 4 gameplays complètement viables. Et ce sont des gameplays complètement différents, qui synergisent mais qui vont vous donner une saveur de la règle d'armée. Parce que là, on est sur une vraie réussite en termes de game design. On est bien, parce que c'est assez peu souvent le cas. On a souvent en général de 1 à 2 sous-allégeances qui sont vraiment jouables, le reste étant vraiment te pousse dans un gameplay mais qui est pas dingo. Là globalement toutes les unités qui sont ciblées sont bonnes, les cavaleries sont bonnes, les monstres sont bons, donc celles des cavaleries ça fonctionne, les machines de guerre sont bonnes, l'infanterie est bonne également, et le domaine de prière et de casting peut nécessiter un +1, etc. Donc on peut tout jouer, et même en petit effectif, imaginons que vous avez juste un monstre et une unité de cavalerie parce que vous startez l'armée, vous pouvez quand même prendre la sous-allégeance qui veut buffer ces gars-là, et vous allez renforcer avec les traits de cause, artefacts, les machins, et ça va vraiment donner un truc particulier. Donc moi j'aime bien, parce qu'en plus même les gens qui vont avancer dans leur collection, quasiment à chaque partie ils peuvent, s'ils veulent changer, comme ça ils voient l'impact aussi des pions qu'ils vont distribuer à chaque tour en fonction des unités sur lesquelles ils vont les mettre. Je trouve ça assez cool. Yes, on passe maintenant au niveau des traits héroïques. Tyran et contremaître. En gros, le premier va être une amélioration qui va s'utiliser à la phase de déploiement, automate servile. Vous allez pouvoir choisir un automate qui serait à portée de mêlée, donc à 3 pouces au moment du déploiement du personnage qui va avoir cette amélioration. Ça va donc devenir son garde du corps. À partir du moment où les deux sont en mêlée avec une figurine ennemie, vous allez avoir pour le garde du corps frappe en premier. Et en plus de ça, l'infanterie, donc le personnage, aura une protection à 5. Ouais, ça c'est trop cool. C'est le gamin, je vous parlais auparavant. Les automates, du coup, c'est les gros taureaux. Vous avez la version de close et la version de shoot. Et du coup, il a le sien, quoi, son familier un peu qui lui appartient. Donc c'est hyper stylé, parce que ça, on parle souvent de représentation du joueur sur le champ de bataille. Vous prenez votre prêtre ou votre sorcier, clac, vous lui foutez ça en trait, il se balade avec son taureau à côté. Il a son garde du corps perso qui est quand même une bonne masse, tu vois. Donc je vais être obligé de lui demander, de te demander de sortir. Et vous les collez, du coup, ils sont tout le temps engagés tous les deux au corps à corps. Le buff est particulièrement séduisant, et ça donne un vrai truc un peu Astérix et Obélix, quoi. Tu vois, il y a le petit malin et l'autre gros qui cogne, qui réfléchit un peu moins. Donc très très stylé, j'aime beaucoup ce trait-là. On est d'accord. Le deuxième, c'est tirer bande de cloportes. Vous allez retrouver beaucoup d'humiliation dans c'est vrai, et du coup là on trouve ce truc-là, et je crois qu'il parle à ses potes, même pas aux esclaves. Ouais, là, il parle à ses potes. En gros, donc c'est à la phase de charge ennemie, vous allez pouvoir choisir une unité infanterie à 12 pouces du porteur, et celle-ci va vraiment faire ce qu'on appelle un tir en état d'alerte à Warhammer 40 000, c'est-à-dire que seuls les 6 vont toucher l'ennemi qui va charger. Ouais, et je mettrais une pièce sur le fait que cette règle-là est peut-être un essai de GOE pour changer notre règle de contre-shoot sur ce truc-là. Moi, j'apprécie. De déchaîner les enfers. Déchaîner les enfers, exactement, où du coup on peut tirer pendant le tour adverse avec un bonus de -1, ce qui en général peut rendre assez stupide certaines unités. Et effectivement, comme tu dis, l'Overwatch à Warhammer 40 000 qui est seulement touché sur le 6, c'est exactement la règle ici. C'est pas du tout mauvais, parce que vous verrez que les unités de tir sont extrêmement efficaces, et quand vous allez du coup mettre 3 pions dessus, vous allez globalement pour les unités de tir booster la reine de leurs attaques qui passe de 0 à du coup jusqu'à -3. Quand vous allez avoir des packs de 20 qui vont vous mettre des je vais tirer à la fin de ta charge, clac, avec 20 shoots. Quand ça commence à être de la reine -3, avec en plus ça blesse extrêmement bien, donc la touche va quasiment avoisiner les 90% de blessures derrière. Avec de la reine -3, ça rigole pas trop quand tu t'es déjà pris la sauce au tour d'avant. Donc ouais, celui-là est vraiment pas mauvais.
Yes, et le dernier, ça va être à votre phase de héros, déceler les points faibles. Vous allez choisir une unité ennemie et visible à 18 pouces du porteur, et toutes vos unités forge ruine vont avoir plus un bless. Celui-là, bon, qui sur le timing a l'air plus fort que les autres, maintenant c'est que de la mêlée. Donc, mais on a déjà les bonnes stats de bless au tir, donc c'est pas très très grave. Il est plus fort que les autres dans son écriture. Maintenant, dans le gameplay, comme on a un gameplay assez mixte, tout le monde ne close pas. Et notre force de close ne sera peut-être qu'une force d'encaissement. Et donc c'est pas ce qu'on va rechercher, le plus un bless. Sachant que nos personnages, sauf si on est monté sur un gros taureau, et encore, on a un tanking qui est relatif. Et donc se mettre devant pour pouvoir désigner à la phase des héros quelqu'un sur qui on va mettre un plus un bless. Celui-là je le vois bien dans un gameplay un peu plus cavalerie, avec un peu plus de centaures qui vont beaucoup apprécier ce plus un blessure. Sinon pour moi les deux autres sont vraiment sympas et plus séduisants dans un gameplay un peu changeant, avec le garde du corps et l'autre qui est derrière avec son unité de shoot et qui vide les chargeurs pendant que les autres se font charger. Moi j'aime bien, je trouve les deux intéressants. Maintenant de manière générique, si on parle vraiment puissance, c'est le troisième parce qu'il est automatique, parce que c'est une fiabilisation du corps à corps qui est vraiment puissante et surtout gratuite, quoi. Voilà. Ensuite les amis, on passe aux artefacts de pouvoir, les sembles présents de Hachute. Alors, je sais pas si c'est bien ou mal, c'est un nouveau mécanisme qui va apparaître ici. Très particulier, ça va être un parchemin de pétrification. Vous allez l'utiliser une fois par bataille à n'importe quelle phase de héros, très fort, ami ou ennemi. En gros, vous allez pouvoir choisir une unité entièrement à 12 pouces du porteur, et pour le restant du tour, donc jusqu'à la fin du tour, la cible a une protection à 2+. Je rappelle que la protection à 2, c'est une fois que vous avez raté vos saves et ainsi de suite, vous allez jeter un dé pour chaque PV perdu, et c'est donc sur un 2+, donc 5 chances sur 6 de les ignorer. Voilà. Par contre, la cible ne peut pas utiliser d'aptitude non passive ou être choisie comme aptitude amie. Je rappelle aujourd'hui qu'un déplacement simple est une aptitude de mouvement de base, tout comme attaquer. Donc ça veut dire que vous pouvez ni bouger, ni taper. Et par contre, les unités ennemies peuvent, et donc elles ont le choix, d'ignorer la cible au regard des mouvements, des charges et des placements sur le champ de bataille. Ça devient donc un petit peu comme un sort qui aurait un mouvement de 0. Ça fait qu'en gros, vous allez l'ignorer pour savoir s'il y a une unité ennemie à 9, et ainsi de suite. Mais vous allez pouvoir le choisir. Ça sonne comme excessivement fort, excessivement peut-être pété à base de tours précédents. Je cours sur un objectif, et à ton tour, je dis dans ton cul. Un petit peu comme les idonets qu'ils avaient, c'est l'artefact qui disait que pendant toute une phase, je pouvais pas me tirer dessus, mais c'était contre-intuitif par rapport au fait que si j'étais la cible la plus proche, je pouvais te blanquer une phase entière. Là, qu'est-ce que t'en penses? C'est particulier. Ouais, j'aime pas parce qu'il y a trop de liberté. J'aime pas parce que c'est un peu compliqué aussi quand on va être dans un environnement, pour moi, un peu plus casual, ouvert, la game du vendredi soir au club et tout. Où en fait, c'est un espèce de glitch de règles, mais qui du coup va pas être facile à comprendre quand on va pas avoir un éclaircissement d'arbitre ou de trucs comme ça auquel on va avoir accès. Il y a le côté où c'est anti-jeu complet, c'est-à-dire je peux me dire, écoute, je te charge, j'encaisse un tour et puis le tour d'après je me mets en protection à 2, clac, tu peux plus rien me faire pendant 2 tours, allez bisous, tu vois. Et donc je sais pas, je pense que ça peut créer des mauvaises situations. Je comprends l'idée derrière de le mec qui déchaîne un parchemin, clac, tout le monde est en pierre, on peut pas faire grand chose pendant un tour. J'aurais préféré déjà que ce soit une protection à 3, pas à 2, ça aurait été excessivement fort, mais à la saturation, au truc, on pouvait quand même passer à travers et te faire quand même pas mal de dégâts. Voilà. Juste pour préciser, il faut comprendre que là, il parle d'aptitude non passive ou amie, mais le contrôle d'objectif, c'est pas une aptitude. Ouais, tu vois, on nous serait passé autour de objectif 1 comme une bête parce qu'on est soldat de pierre et tout. Franchement, j'aurais capté, je me serais dit, ouais, c'est pas si mal que ça comme truc. Et puis, ça empêche pas. Là, ça sonne comme un peu anti-jeu. Et puis, il y a le côté, je peux mettre. Du coup, ça va aussi pousser un peu les Death Star, tu vois, ces unités un peu renforcées. Et du coup, là, on peut pas être puni. C'est-à-dire que le mec peut mettre toute son armée dessus. En fait, pendant un tour, je suis en protection à 2, tu me fais rien. Puis désolé, tour d'après c'est mon tour, au revoir. Donc en fait, voilà. Après il peut aussi choisir de se mettre à 2,9 de toi à la phase de mouvement et de dire je t'ai un petit peu loqué pour ton tour précédent. Ouais, il y a c'est des sûr. contres, hein. Mais t'as des gens, tu vois, tu prends un Ossiarch qui va te prendre 4 Morgas par exemple, lui il dit tu m'as loqué, c'est cool, désengage les charges en fait. Donc tu vois, le mec il va te dire tu t'as loqué 0 gars, tu vois. Et c'est le genre de choses où en fait, oui, ça va marcher contre certaines unités, tu vois. Un mec qui a pas désengagé les charges, tu te blanques, clac, je te lock, stylé. On a joué avec le mécanisme et on a trouvé notre faille à tous les deux. Il y a des gens en fait, ils ont des contre-kems à tout ce que tu vas dire. Et c'est un peu chiant. Ensuite, on va avoir le creuset de haine une fois par bataille. À votre phase de héros, vous allez donner 3 pions de pouvoir démoniaque à cette unité. Toutefois, il ne pourra plus en avoir pour le restant de la bataille. Ouais, très cool. On parlait des mécanismes supplémentaires pour pouvoir aider votre partie à jouer. Celui-là peut en faire partie. Il est vraiment sympathique. On peut se dire si je suis en manque de points, mais ça peut être aussi pour
augmenter l'attrition et la force de notre armée durant un tour en disant là c'est le moment, il faut vraiment que j'y aille, j'ai besoin de plusieurs unités buffées, j'ai pas assez de points, il faut que mon shoot aide mon close, machin, donc je mets 3 points sur les machines de guerre, j'ai besoin de 3 points sur mes closes, mince, mon gros taureau il a rien, clac, je lui mets 3 points aussi et tout. Hyper intéressant, celui-là je pense qu'il sera pas si mal que ça. Le glitch sera sûrement beaucoup joué, mais il risque d'être faqué, il va y avoir une explication, un truc, et finalement il va rentrer dans le rang, et celui-là je pense que c'est pas si mal que ça. Ok, et le dernier c'est le gantelet du châtiment, c'est le seul qui n'est pas à usage unique, c'est à votre phase de tir, vous allez choisir une unité ennemie visible à 12 pouces, et vous allez jeter un D3, et sur un 2 flèches infliger autant de dégâts mortels à la cible. Ouais, par rapport aux deux autres il a un peu moins de saveur, après ça reste pas mauvais, mais pour vraiment que ça trigger un peu, il faudrait des personnages qui bougent. Les personnages qui bougent, c'est majoritairement les gros taureaux. On a envie de leur mettre, je pense, d'autres choses. Yes. On va maintenant passer du côté du domaine de sort, le domaine du pouvoir infernal. Faut noter que dans l'armée, vous allez retrouver 3 sorciers. Vous allez retrouver le personnage nommé sur taureau mécanique qui est niveau 2, le personnage non nommé sur taureau mécanique qui est niveau 1, et le personnage à pied qui est niveau 1. Ouais. Voilà. Au niveau du domaine de sort, vous allez avoir en premier le sort illimité. On rappelle donc que des sorciers différents peuvent tenter de lancer ce sort-là. Il passe sur du 6. Vous choisissez une unité ennemie visible à 18 pouces et vous allez tout simplement diviser par 2 la caractéristique de mouvement de la cible jusqu'à votre prochain tour. Très bon sort qu'on retrouve dans d'autres domaines. La portée est bonne, le casting est ok. C'est un bon sort illimité. Pour le coup, en général, il n'est pas illimité dans les autres armées. Donc très bon. Vous verrez que c'est des domaines prières et sorts qui sont très orientés anti-ennemis et très peu buff, alors que justement c'est sympa dans le gameplay. Les nains de base sont plutôt à buffer leurs propres unités et ne pas toucher aux ennemis, parce que c'est des prières qui renforcent leurs armures, etc., qui sont faites pour accepter les runes. Eux c'est très dommage et entre guillemets maudire l'ennemi avec la sorcellerie, quoi. Yes, ensuite on va avoir le brouillard de cendre, il passe sur du 7. Le sorcier va choisir un élément de terrain avec un pion de désolation. Donc grosse restriction quand même, en tout cas pour le début de la partie, à 18 pouces de lui. Et en gros, le terrain va devenir occultant jusqu'au début de votre prochain tour. Et ensuite, on va jeter un D3 pour chaque unité ennemie qui serait à 3 pouces de cet élément de terrain, et sur un 2+, infliger autant de mortels que le dé. Yes, donc on a entre ce sort-là plus les sites de pouvoir actuellement dans la saison qui nous permettent de rendre occultant, on peut vite avoir une armée qui est anti-tir assez forte. Je pense que dans la majorité des cas, parce que le tir n'est pas excessivement présent à AOS à part les caradrons aujourd'hui, on va surtout s'en servir plutôt pour les dégâts mortels qui sont vraiment pas mauvais. On sait que par exemple c'est l'effet des pyramides des hommes lézards et c'est assez fort, c'est pas mal, ça sert beaucoup dans ce domaine-là. Je pense qu'on lui sera beaucoup pour ça. C'est un bon sort de dégâts plutôt que pour rendre occultant, et dans certains cas l'occultant peut devenir très puissant. Qu'est-ce que tu peux me dire aussi sur cette notion d'occultant en termes de stratégie, au-delà des dégâts mortels? Aujourd'hui, l'occultant, on le rappelle, quand un élément l'est, en gros, si jamais vous avez des unités non monstres et non volantes à 1 pouce d'elle, figurine par figurine, faut faire attention, alors elle est invisible. Ouais. Et si jamais elle est tireuse, elle divise par 2 sa portée de tir. Donc vous avez d'un côté le fait de pouvoir vous cacher, des sorts pour le prochain tour et ainsi de suite, et aussi le fait de nerfer, encore faut-il qu'il y ait un pion de désolation, je rappelle, sur l'élément, mais sur la phase de tir adverse potentielle. Ouais. Bon, la phase de tir adverse, il faudra des tireurs qui n'ont pas besoin de bouger, c'est quand même assez rare, mais on peut penser par exemple à des Cruel Boys ou à des trucs comme ça, ou certaines unités de machines de guerre des autres armées, mais qu'on voit assez peu sur le champ de bataille. Donc on va dire que ce domaine-là, je le compte pas trop pour pénaliser. Par contre, se protéger, ça peut être excessivement fort. On prend une petite combinaison comme ça, on prend un personnage à pied, on lui met le taureau mécanique de Klaus qui devient son garde du corps avec le trait de co. On se dit, bon, un peu sensible au tir, j'ai besoin d'aller au corps à corps, parce que toutes mes règles s'activent au corps à corps avec mon garde du corps. Et bah, j'ai mon sorcier, ou même moi-même en tant que avec mon garde du corps, au milieu du champ de bataille que j'ai pris un tour avant avec mon pion de désolation, je lance mon sort occultant, je cours, je mets les 2 à côté, hop, je peux pas me faire tirer dessus, je vais me closer, mais attention au close, j'ai la protection, je tape fort, j'ai mes règles de garde du corps, pas mal, tu vois, il y a des petites combinaisons, ça servira pas tout le temps, mais dans certains cas, ou contre un Zench qui a une grosse magie de dégâts à distance, ce genre de choses, bah c'est utile, c'est pas mal. Donc tu te caches derrière ta barbe, ou derrière ton taureau, ou dans la forêt, tu vois. Donc moi j'aime bien, c'est technique, mais ça va servir, et plus on va maîtriser l'armée ou par rapport à un adversaire qui fait des dégâts à distance, on va être particulièrement content d'avoir ça. Yes, et ensuite le dernier sort, il passe sur du 8, il s'appelle Métal en fusion. En gros, vous allez choisir une unité ennemie à 18 pouces du lanceur, vous allez jeter autant de dés que la valeur de lancement du sort que vous venez de réaliser, et pour chaque jet égal ou supérieur à l'armure adverse, vous allez mettre une blessure mortelle. Ouais, bah dépendant de votre cible, c'est pour ça que c'est pas facile à lancer. Sur des Stormcast, ça va piquer les cheveux, ils font brûler l'armure, quoi. Donc plus t'es armuré, plus tu souffres. Ça peut globalement être assez puissant, vous pouvez monter un sort qui peut monter à 8-9 blessures mortelles sur certaines cibles, c'est
excessivement fort, donc ça peut devenir un des meilleures blesses du jeu, et complètement inutile donc, contre d'autres armées. On passe maintenant du côté du domaine des prières. Il n'y a qu'un seul prêtre de niveau 1 dans l'armée, et celui-ci va avoir comme bonus, si jamais il conteste un pion ou un objectif qui est un pion de désolation sur lui-même, de pouvoir farmer un pion de rituel. Au niveau des prières, on commence par la première qui est donc illimitée, elle va passer sur du 4, ça va vous permettre de choisir une unité ennemie visible à 12 pouces du porteur et de jeter autant de dés que le nombre de figurines de l'unité et d'infliger une blessure mortelle pour chaque 5+, à savoir que si la prière crit sur du 8, alors ça sera sur du 4+. Un des meilleurs anti-masse du jeu alors. Pas mal, hein, tu vois, tu dis lui avec son garde du corps et puis le prêtre qui le rend occultant, lui il court, clac, et puis tour adverse, prière pendant ton tour, anti-masse à 4+. Parce que je me suis buffé, je suis à côté de mon pion de désolation, il y a quand même pas mal de choses réunies pour créer des petites combinaisons, ça, c'est la meilleure prière anti-masse de tout le jeu. Les seuls qui s'en rapprochent c'est Skaven, donc franchement je trouve ça puissant. Voilà. Yes. Ensuite, on va avoir la bénédiction de la forge qui elle aussi va passer sur du 4. Vous allez choisir une unité amie à 12 pouces du prêtre et en gros, elle va avoir +1 la perforation. Si jamais vous avez crit à 8 la prière, en plus de +1 la PA, vous allez avoir crit mortel. Ouais, c'est là où ça pique. On sait que +1 perf, on le retrouve dans beaucoup d'armées, beaucoup de sorts, etc. Crit mortel, c'est une ressource qui est monstrueusement forte. Peut-être une des meilleures règles du jeu aujourd'hui. Ça, c'est très très puissant. Évidemment, pour vous mettre un semi-garde-fou, ça ne marche qu'en mêlée. Néanmoins, les nains de base, vous verrez, sont quand même pas mauvais du tout. Lent, mais pas mauvais. Le crit mortel en fait ça devient vraiment des machines à tuer. Cette prière-là, pour moi, à elle seule, rend obligatoire la présence d'un prêtre dans l'armée pour au moins pouvoir cast une fois quand tu veux augmenter ton attrition. Ça, tu mets tes 3 pions, on verra les effets sur les nains en termes de tanking, mais ça te permet vraiment de battre en 1-1 quasiment toutes les unités du jeu au corps à corps. Yes. Et la dernière prière, ça va être la tempête d'éclat d'obsidienne. Ça passe sur du 5. Vous allez choisir une unité ennemie 18 à 18 pouces du lanceur est visible. Vous allez lui mettre D3 blessure mortelle et diminuer de 3 son contrôle d'objectif. Et si jamais votre critique était à 10, vous allez choisir une deuxième cible. Ouais, bah c'est pas mauvais. En fait, on a l'anti-masse qui est juste au-dessus. Et bah, t'es pas une masse. Bah, du coup, je vais te mettre D3, je t'enlève 3. Pas mal, ça permet de passer devant des monstres, des choses comme ça qui sont. Et puis de potentiellement multiplier les dégâts si jamais. Je les aime bien, ouais, on a une prière assez agressive avec en plus une portée qui est très. Je booste mon close et je buff et je débuffe les ennemis ou je leur fais des dégâts. J'aime bien parce que ça ne renforce pas un trait qui aurait pu être malsain au sein de l'armée. C'est-à-dire, on n'a pas de buff sur nos unités de tir ou trucs comme ça où on rend nos choses un peu insane. C'est un peu, bah là on voit que c'est très agressif comme domaine de manière générale, magie plus prière. Donc ça pousse à aller de l'avant. On a une armée qui prend un gameplay un peu plus dynamique par ses prières. Je ne veux pas faire une conclusion avant la conclusion, mais on vient de voir règles d'armée, les formations qui encore une fois sont au nombre de 4 proposent 3 gameplays différents, les artefacts de pouvoir, les sorts, les prières. C'est rare d'avoir une armée qui sort et qui est aussi complète et surtout plutôt équilibrée dès la première itération d'un livre d'armée. Je trouve que la qualité est ultra présente. Ouais, c'est bien fait, plusieurs gameplays, etc. D'un point de vue purement personnel, sans avoir fait de partie contre ou avec, il y a ce côté où c'est... je trouve pas le mécanisme parfait dans l'identité de l'armée, mais c'est vraiment purement un truc personnel. Ça a le mérite en tout cas d'être nouveau, bien écrit, jouable, sans être contrecarré et donc agréable à jouer, je pense, à affronter. Donc moi j'aime bien, et on va voir après, vous allez voir les buffs là par unité à chaque fois avec les pions qui sont particulièrement intéressants en termes de gameplay où il y a un vrai choix derrière. Moi j'apprécie, en tout cas, pour l'instant il n'y a pas, à part le glitch de la pétrification, là, Petrificus Totalus, on n'a pas de problème dans l'écriture, et en plus tout est utilisable. Donc ça c'est une rareté chez Game Workshop. On a souvent des livres AOS, malheureusement, on a un trait de co qui surclasse tout, un artefact qui surclasse tout, et après pendant 3 ans on se tape le même trait de co, même artefact chez tout le monde avec la même sous-allégeance. Là au moins on aura, je pense, de la diversité dans les livres dans les armées qu'on va affronter, et donc tous les gens qui vont petit à petit découvrir les non-IKO vont sûrement découvrir des choses, des facettes différentes, et ça c'est un très gros mérite pour le plaisir de l'armée d'arriver dans le jeu par une porte qui est plutôt agréable. On rentre maintenant dans le dur de ce Battledom avec les fiches d'unité. On commence par le premier Forge Démon, Uraktar, le personnage nommé sur cette espèce d'énorme centaure mécanique. On est sur 350 points à la sortie du livre. Globalement, on a un mouvement de 10, 16 points de vie, sauvegarde à 3, contrôle d'objectif 5. Il tire, ok. Il close, ok.
Okay. Ça reste un buffer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lui, c'est assez rigolo dans le sens où quand on lui met un deuxième pion, il va avoir plus 1 pour caster et une protection à 5. Et quand on lui met plus 3 pions, il va avoir plus 2 pour caster, une protection à 5 et à 4 contre tout ce qui va être justement sort, prière et manifestation. Il va avoir un sort signature qui passe sur du 7 qui lui permet de prendre 2 points sur le champ de bataille, de tirer un trait et de faire des dégâts mortels sur ce trait-là. Il va avoir comme saccage le fait de faire des blessures mortelles et l'équivalent d'un enfoncement. Et en plus de ça, il va avoir comme aptitude maître du pouvoir démoniaque qui est que à la phase de héros adverse, il va pouvoir sniffer jusqu'à 3 points de pions qu'on avait mis sur des unités amies et les redistribuer toutes sur une seule unité amie. Ouais. Très cool, il est très polyvalent, son sort est bon parce que contrairement au sort de ligne, c'est un sort de ligne avec un bounce, c'est-à-dire qu'en gros on fait de lui au premier point et du point au deuxième et tout n'est pas sur la même ligne. Donc on peut, les lignes en général c'est un peu chiant parce que vous arrivez à taper 2 unités parce que c'est vraiment des lignes pures. Là vous pouvez faire, je fais une première ligne et puis ensuite je fais ce truc là et surtout pendant le tour adverse, en casting pendant le tour adverse à +2, vous pouvez vite faire des très beaux bounce au milieu de l'armée adverse avec plein de dommages. Et puis il est assez aggro parce que c'est pas des monstres de close, ils ont des profils qui sont ok au close mais ils ont une rend qui est pas dingue, etc. Donc c'est plutôt, il faut les voir un peu comme des monstres de tanking, de support et d'emmerdement à sortir. Lui je l'aime bien, franchement il est cool, t'as envie de le jouer et son profil est très complet, il fait beaucoup de choses. Donc, il a un front qui ressemble à une couille. Après, tu aimes qui tu veux, tu dis, et je ne juge personne. Voilà, mais il fait des secousses sismiques avec son sort, et ça remplace beaucoup de charisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur maître du pouvoir démoniaque ? Bah ça, c'est hyper cool, parce qu'on se disait, bon, c'est un peu figé comme gameplay, je mets mes pions à un endroit, j'éveille les machines et tout, et après, je suis un peu keblo pendant mon tour. Là, ça le rend hyper dynamique, c'est la phase de reverse, donc pendant mon tour, claque, par exemple, truc très basique, pendant mon tour, je buffe mes machines de guerre. Ok, j'ai pris la sous-agence. Mon taureau il a avancé, bah en fait hop, je chiffonne ma machine de guerre, je la mets sur mon taureau ou sur mon unité de close qui va prendre la charge et clac bam d'un seul coup je suis en changement. Donc l'adversaire avec lui il est obligé de, c'est pas je vois les unités qui sont buffées et du coup je peux m'attaquer à celles qui ont pas les pions et on verra après. Bah non en fait là c'est clac clac dynamisme et donc plus longtemps il est sur le champ de bataille, plus vite on peut avoir une armée qui est polyvalente dans ces différents endroits, ou qui va aussi réagir par rapport au sort adverse. Un adversaire, quand il buff une unité, elle est plus proche d'une, donc vous savez que c'est celle-là qui va réceptionner, ou alors il va tenter une charge plus lointaine, ou ce genre de choses, et là c'est hyper intéressant. Vous avez par exemple, prenez un Stormcast qui met 1 heure de gloire, il choisit une unité sur le champ de bataille, t'as pris celle qui était plutôt là-bas, bah boum, clac, je transforme mes pions sur celle qui va se prendre la charge de tes gars, et je peux réagir aussi à l'adversaire, bah tout ça c'est monstrueusement fort. Juste pour clarifier pour les personnes qui sont pas très familiers avec Age of Sigmar, qui veulent peut-être se lancer avec les nains du chaos, et honnêtement moi je vous le conseille, franchement c'est trop cool. Faut savoir que les aptitudes type phase de héros adverse sont en fin de phase de héros. Alors j'aime pas le terme fin de phase de héros parce qu'il n'y a pas de fin de phase aujourd'hui dans le jeu, mais il faut comprendre que si par exemple je suis le joueur à chute et Titi est mon adversaire, il va d'abord lancer toutes ses aptitudes, donc c'est buff à base de moi j'ai une aptitude qui dit que je peux faire plus de haut cast, ok. Ensuite il va faire tous ses castings et après seulement il me donne la main et après seulement je peux me prendre 3 points. Donc pour qu'il laisse son plus 2 en cast et surtout sa protection à 4, il faut avoir quand même anticipé. C'est-à-dire que t'as raison, c'est très fort, on va adapter, mais ça sera après les blessures mortelles ou les sorts que l'adversaire va nous mettre dans le cul quand même. Ouais, par exemple j'affronte un croix qui peut mettre une douche de blessures mortelles, faut que je me mette à côté de lui avec mes pions, je peux pas attendre la fin de phase pour récupérer mes pions et du coup j'aurai une protection à 4. Je vais me prendre la douche avec 0 protection et je vais prendre une dizaine de points de vie dans la tête. Mais par contre il va rendre dynamique, ou alors s'il veut se lancer au corps à corps pendant le tour adverse, une contre-charge, un truc, ou juste contre-cast quelque chose, une manifestation ou un sort, ou son sort de dégâts comme on en parlait, il peut récupérer, siphonner les pions et avoir plus de haut cast pendant le tour adverse, qui est très fort. Aujourd'hui 350 points, t'en penses quoi ? Jouable dans tous les formats, même à 1000 points. Voilà, il est parfait, il apporte de la synergie dans l'armée, il permet les erreurs aussi en termes de placement de pions. Tiens, j'ai mis ça, mince, bon, c'est pas très utile, ça va pas été très utile, je récupère, je les transfère, et ça va permettre d'améliorer aussi le niveau du joueur nain du chaos sur la gestion de ses pions. Tout est bon chez lui, le seul défaut c'est qu'il est pas stuffable, mais déjà on va mettre forcément des personnages à pied, au moins 1 ou 2, et donc c'est pas très grave. Yes. Juste pour clôturer, je l'ai pas dit, c'est un sorcier de niveau 2, je l'avais dit tout à l'heure quand on parlait de domaine de sort. Ensuite, on va parler de la version générique, le Forge Démon sur Taurus Infernal. Lui, il est à 320 points, il est donc 30 points moins cher et customisable. Il est seulement sorcier de niveau 1. Il a un PV
en moins, sinon c'est globalement la même ligne de défense. Ouais. Il va avoir aussi quelques petits tirs, mais moins, un petit peu moins d'attaque. Lui, il va avoir comme bonus, dépendamment du nombre de points qu'on va lui mettre sur le dos, uniquement la partie tanking, c'est-à-dire 1 point protection à 6, 2 points protection à 5, 3 points protection à 5 et protection à 4, contre tout ce qui va être sort, prière et manifestation. Et il n'a donc pas le bonus au cast. C'est pas le big boss. Exactement. Lui, il va synergiser les cavaliers, puisque les cavaliers qui seraient entièrement à 12 pouces de lui vont pouvoir repli, charge, sans prendre de blessures mortelles. Et même s'il n'a pas de besace, à la manière d'un gargantuesque, il va pouvoir tout simplement, une fois par tour, à la fin de n'importe quel tour, jeter un dé avec une unité avec laquelle il est en mêlée, et si la valeur du dé dépasse le nombre de points de vie, hop, il le tue. On appelle ça slain, c'est-à-dire vous l'enlevez sans jet de protection, sans rien. Bah lui, très bien, on se dit, buff de la cavalerie, j'ai une sous-allégeance qui donne plus 2, machin. Bon, bah, dès que vous jouez un petit peu de centaure, ou même pour buffer les monstres et tout, faut le prendre lui, il est obligatoire. Il est stuffable, donc si vous voulez quelqu'un, vous pouvez un peu personnaliser avec les artefacts, traits de commandement et tout. Très bon. Si on veut lui donner un petit design, on peut lui mettre la pochette qui permet de sortir 3 pions d'un seul coup sur le champ de bataille et de la mettre sur l'unité pour en faire vraiment un monstre. Moi, j'apprécie beaucoup cette version-là. On voit que les deux ont un intérêt, un qui est un peu plus passe-partout et l'autre qui est un peu plus designé pour aller sur la cavalerie pure et peut-être dans la sous-allégeance cavalerie encore plus. Ensuite, on passe du côté des plus petits personnages, avec le despote de guerre. Petit personnage, il est quand même très énervé ce monsieur, mais il ne coûte que 90 points. Globalement, c'est un nain, il va donc bouger de 4, il a une sauvegarde de base à 3, il va avoir un contrôle d'objectif de 2 et 6 points de vie. C'est pas dégueulasse comme personnage déjà, à 90 points, 5 attaques, 3 plus moins 1, 2. Solide. Crit mortel, solide. 2 aptitudes, la première est une aptitude passive qui est impitoyable conquérant, qui fait qu'il va ajouter 3 au score de contrôle des unités infanterie qui soient entièrement à 6 pouces de lui, et il ajoutera aussi 6 pouces à la portée de cette aptitude pour chaque pion de pouvoir qu'il a sur lui. Ça, on se dit, sur la sous-allégeance avec full infanterie. Un mec 18. C'était à 3 paquets de 20, ça commence à être lourd à sortir. Ouais, carrément. Et il va avoir surtout comme deuxième aptitude, celle qu'on a l'habitude d'avoir avec les gardes du corps, entre guillemets, c'est-à-dire que battez-vous, ça le racaille, encore une fois il insulte. C'est pas le mec le plus sympa du groupe. Non, j'ai pas envie d'être son pote. En tout cas, dès que vous allez utiliser une aptitude de corps à corps, en gros, lui va pouvoir s'activer, tout comme l'unité amie qui est à 3 pouces de lui, et habituellement, il y a toujours un petit effet bonus de faire taper successivement le chef et ses gardes du corps. Là, c'est plus une attaque. Voilà, normalement, c'est les best of the best, c'est genre un plus 1 hit ou un truc comme ça. Plus une attaque, ça pique un peu les yeux. L'infanterie, en gros, dont on parle ici, c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure, soit avec lance qui reçoivent les charges, soit avec épée. Ils ont 2 attaques. Là, vous les faites passer à 3. Ouais, ça rigole 0. C'est le meilleur buff des personnages qui enchaînent sur ce volet-là. Il est dès que vous avez, pour moi, on va dire 2 pâtés d'infanterie de corps à corps obligatoire. Voilà. Et en plus, il est pas très cher, plus de custom de ouf avec les artefacts et traits qu'on a vus. Je l'aime, il est vraiment excellent. Yes. On va passer du côté du Forge Démon, c'est donc le sorcier générique, 110 points, très bon prix pour un sorcier de niveau 1. Mouvement de 4, 6 PV, sauvegarde à 4, lui par contre est contrôle d'objectif 2. Il va avoir un petit tir ok, il va avoir 3 attaques moyennes au corps à corps, il est pas là pour ça de toute façon. Lui il va avoir comme aptitude principale réparation par la fusion. Déjà il va pouvoir choisir une machine de guerre à 6 pouces de lui et globalement la soigner de D3 plus X. X correspond au pion qu'il va avoir sur lui, donc s'il a 3 pions, il va soigner de D3 plus 3 une machine de guerre. Je précise qu'en termes de machine de guerre, encore une fois, vous avez les 2 canons, mais vous avez surtout les 2 gros monstres qui ne sont pas des monstres. Surtout. Qui ne sont pas des monstres. Qui ne sont pas des monstres et qui sont bien machines de guerre, donc ils peuvent profiter des couverts, ils peuvent bénéficier de cette règle-là, etc. Grave. Et ensuite, ils vont aussi pouvoir choisir donc une machine de guerre qui sera entièrement à 6 pouces de lui, ou alors il peut ajouter 6 pouces par pion qu'il va avoir sur lui. Donc globalement, il va pouvoir soigner jusqu'à 18 pouces une machine de guerre s'il a 3 pions sur lui. Juste pour vous donner aussi un exemple, la machine de guerre, on va dire, qui peut être intéressée par ce mécanisme-là, c'est donc un tir, et en gros, vous allez choisir une unité qui a été prise pour cible d'un tir. Sur un 3+, elle ne peut pas recevoir d'ordre jusqu'à votre prochain tour. Ok. Et quand la machine de guerre va avoir un nombre de pions sur elle, c'est le nombre de cibles en plus à 6 pas de la cible qui vont ne pas pouvoir lancer d'ordre sur un 3+. Ça, et puis on a une sous-agence qui buff les machines de guerre. Combinaison en 4 temps, mais qui a l'air quand même pas mauvaise. Voilà. 110 points, qu'est-ce que t'en penses? Excellente règle. Sans aucune règle, sorcier niveau 1 pour 110 points, c'est tout à fait viable. Il soigne, enfin, sa règle est bien. Et déjà pour 110 points, sans aucune règle, il est déjà très bien. Franchement. Et en plus, on peut même lui mettre des traits de coup artefacts qui iront très bien avec lui. Il est absolument
perfect dans ce qu'on fait aujourd'hui sur AOS. Yes, on va voir maintenant le seul prêtre qu'on a. Lui, il est 10 points plus cher, il est à 120 points. Il a exactement le même profil en termes de défense. Il a pas de tir et il tape de la même manière. Lui, il va avoir 2 règles. La première, c'est l'extraction de puissance à la fin de votre tour. Si celui-ci conteste un site de pouvoir ou un objectif sur lequel il y a un pion de désolation, il va gagner de base un pion de rituel. Ouais. Pour justement caster derrière. Et il va avoir comme deuxième aptitude surprenante le fanatisme exalté. Globalement, en passif, il va donner le fait d'annuler la première blessure subie sur une unité quand une unité est entièrement assise de lui. Ah ouais. Et par pion qu'on va lui mettre dessus, on va augmenter cette aura de 6. Donc faut noter qu'avec 3 pions, il va ajouter 18 à sa portée, il va donc passer de 6 à 24. Et donc toutes les unités entièrement à 24 de lui, dès qu'elles vont prendre une blessure, cette blessure va être annulée. Ouais, c'est à chaque phase. Hein. Donc vous avez des armées qui font du multi-blessure à chaque fois. Donc ça peut être, j'ai pris un dégât au tir, j'ai pris un dégât au close, j'ai pris un dégât sur l'enfoncement, tout ça c'est ignoré, j'ai pris un dégât en face des héros. Ça peut monter de 3 à 4 dégâts avec de l'impact, on monte parfois jusqu'à 5 dégâts par tour ignorés sur les unités, c'est excessivement fort. Et quand vous le multipliez sur toutes les unités, tout ce qui va être ce qu'on appelle le POC dans le wargame, c'est-à-dire les petits dégâts additionnels faits un peu partout, j'ai un pistolet par-ci, un truc par-là, donc c'est ah tiens, je t'ai tué un nain là, ah tiens, ton Taurus il a pris 2 PV sur mon sort, tiens, je t'ai mis un PV avec ma règle de terrain, machin, etc. Et en fait, tout ça, vous l'ignorez, et du coup, c'est des armées qui vous faites baisser leur létalité quasiment de 30% sur ce poking que vous allez annuler. On quitte les personnages, on passe du côté des troupes basiques. On va donc commencer par les 2 unités de tireurs. On va avoir les Ravageurs Infernaux avec Tromblon ou avec Éructe à Flamme. Ceux avec Tromblon sont jouables par 5 et sont à 110 points. Globalement, on est sur un nain de base, 1 point de vie, mouvement de 4, sauvegarde à 4, contrôle d'objectif de 1. Ils vont avoir avec leur tromblon un tir à 18 pouces qui va toucher à 3, blessé à 2, sans perforation d'armure, dégâts 2. Mais leur règle, c'est le fait qu'on va ajouter 1 à la perforation d'armure pour chaque pion de pouvoir. Donc on peut passer de 1 à PA-3. Ok, là-dessus. Et leur dernière règle, c'est grêle de haine. Une fois par tour à votre phase de tir, vous allez regarder le nombre de morts que vous avez fait dans une unité, jeter un dé, l'additionner à ce dé, et si jamais vous avez un résultat de 6 ou plus, l'unité ennemie a frappe en dernier. Ouais. Bon, déjà, gros kiff, on retrouve les tromblons. Donc pour les mecs old school comme moi, kiff absolu parce que c'est plutôt des bazookas dans la sculpture. C'est la guerre du Vietnam, tu vois. Et donc énorme kiff de retrouver les tromblons en termes de design. Ils sont portés 18, c'est un peu le truc qui peut-être me dérange. Alors oui, on dit il y aura que 11 tirs avec le champion. Ouais, enfin c'est 11 tirs qui sont 3 plus 2 plus. Attaquant règle globalement, on va passer en 2 plus 2 plus. On shoot 2-2 moins 3-2. En fait, ça peut laver des paquets de 20 mecs en fait, par phase de shoot. Aujourd'hui, on a un contre-shoot aussi à OS. Je remets on shoot pour un CP qui touche seulement à 4. Mais c'est du 4-2 moins 3-2. Même le contre-shoot, il savate. Et en plus, c'est même pas que fort contre l'infanterie, parce que c'est du dégât multiple. Donc même les monstres adverses, tu prends... tu mets des shoots. Et en fait, c'est pas très cher. Donc tu dis, je prends plusieurs paquets de 10. Puis ils avancent un par un, c'est quand même 22 de portée, parce qu'on se rappelle que je peux bouger et tirer, j'ai aucun malus. Mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas de contrepartie. Et c'est un peu le truc qui me dérange, c'est que les nains, normalement, il y avait toujours un peu ce côté, j'ai pas une super range, donc je dois quand même avancer. Et les tromblons, à l'époque de Battle, ça avait plutôt des portées genre aux alentours de 12, 10, etc. Il fallait vraiment être un peu agressif pour aller shooter. Là, ça shoot à 22. Il y a des scénarios, on essaie pas à 18, c'est-à-dire que bam, je recule de 4 pas l'adversaire, sinon je me fais toucher T1. Pas simple. Alors il y a beaucoup de protection contre le tir aujourd'hui. 110 points, pas assez cher, tu penses? Je pense peut-être l'effectif, ou alors une contre-règle. Moi j'aurais préféré une contre-règle, un truc du si t'as bougé, ta portée divisée par 2, ou tu vois un truc comme ça par exemple, qui pousse aussi dans ton gameplay. Tu peux pas aller sur l'objectif et en même temps faire le truc. Voilà. Donc je sais pas. Je pense que l'effectif renforcé, où à chaque tour je le sacrifie, j'envoie 10 mecs qui vont marcher sur l'objectif, mettre une salve et meurent, ou remettre un contre-tir, meurent, etc. C'est pas simple. Sachant qu'on peut imaginer des gameplays, je mets 10 mecs qui partent un peu devant, je mets 10 autres mecs derrière, je mets 3 pions là, 3 pions là, tu prends shoot, contre-shoot, quand tu charges le premier rideau, le deuxième j'ai mis le trait de co pour que les 10 autres ils tirent aussi, et ensuite je remplace mon dispositif en changeant. Alors oui, on me dit j'ai que 4 de mouvement, c'est un peu dur, mais ouais, enfin, il faut faire gaffe quand même, tu vois, je trouve. Donc, pour moi, c'est des très bons tireurs d'élite, voilà, qui vont peut-être faire une petite place dans leur méta. Ils sont pas rapides, pas manœuvrables, mais ils sont vraiment pas mauvais. Yes, en opposition, la deuxième façon d'assembler les mêmes figurines, c'est avec Éructe à Flamme. On est donc là à 10 points de moins, on est à 100 points les 5. On a 3 tirs à 12 pouces qui touchent à 2, blesse à 4, sans perf, dégâts 1. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que
de 1 à 3 pions, on va augmenter leur perforation de 1 à 3. Et eux, leur règle par contre, c'est dépouille calcinée. En gros, vous allez jeter un dé si vous avez tiré sur une unité infanterie, et sur un 3+, vous allez diminuer le nombre de la cible d'autant que le dé. En fait, le problème, c'est que je vois pas Ah bah 10 points d'écart, je suis d'accord qu'il n'y a aucun débat. Mais surtout, la règle est beaucoup moins forte, parce qu'en fait, les autres, ils vont savater l'infanterie, et le 6, en plus, à dépasser avec le dé plus les morts quand t'es en dégâts 2, c'est une stratoblague. Enfin, en gros, je te fais 3 morts, c'est impossible quasiment de faire moins de 3 morts dans une unité d'infanterie, sauf si je tire dans des élus qui ont une ward à 5, ce genre de choses, ce genre d'unité d'infanterie extrêmement tanky. Je vais tout le temps être en frappe en dernier, et l'autre, c'est juste te baisse ton contre-score. Au secours. Par contre, les autres ont l'intérêt des autres, c'est qu'ils ont un très bon contre-tir. Parce que quand tu touches à 2 de base, tu passes en touche à 3 en contre-tir, t'as une mauvaise stat de blé, mais tu jettes un bon gros saut de dé. Et avec de la REM-3, ça peut commencer à picoter un petit peu sur les contre-shoots. Je pense qu'on jouera des trombons. mais si vous aimez bien le design des deux et que vous voulez mixer un peu, vous trouverez un intérêt. Par exemple, si vous prenez la combinaison que je vous ai dit juste avant, vous remplacez le tromblon de derrière par des shooters avec les flammes, et vous avez une très grosse efficacité sur ce GD là. Pareil sur le truc qui tire où on touche que à 6 en Overwatch quand on a chargé à côté, très sympa. Yes, on passe du côté des oubliés de cette armée, les esclaves, les vandales, Hobgroth. Donc plusieurs choses à dire. Déjà, on est à 70 points les 10. On a un mouvement de 5, donc on est très rapide. Ouais. T'as vu, j'ai pris le pas. On est très rapide à ça. Ça galope pas ça. On a une sauvegarde à 5, un contrôle d'objectif 1 et un point de vie. Et on a 2 attaques, 4, 5, sans reine, dégâts 1. Et ensuite, ils vont avoir justement une aptitude de phase de déploiement qui est tout simplement un mouvement préparti de 5 pouces. Ouais, très utile. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même vu toute une stat de nain qui a un mouvement 4 en dehors des gros taureaux. Et il faut aller prendre des objectifs quand même au milieu de la map, que ce soit pour les pions de désolation ou pour simplement pouvoir juste avancer dans la partie et se protéger, et puis même prendre des objectifs et tout. Les nains, on se rappelle, s'ils font une course à 1, ils prennent pas les objets qui sont au milieu de la map en fait. Donc il faut des gens qui vont un tout petit peu plus vite, donc soit mettre des cavaleries. Les gros taureaux, on a peut-être pas envie de les mettre plein milieu de la map immédiatement au premier tour. Donc un peu obligatoire, je pense, d'en avoir 1x10 et je pense 2x10 ou des fois 3x10 vu le coup on prend. Yes, j'ai une question pour toi. Donc je rappelle, les Hobgroth, eux peuvent contester les objectifs et donc une fois par tour récupérer, farmer ce fameux pion de désolation qu'on va attribuer derrière, mais eux ne peuvent pas se voir attribuer 2 points. 70 points les 10, est-ce que c'est pas un cordon peut-être pas assez cher? Par contre, moi c'est ce qui m'inquiète quand tu vois quand tu vas dire attends, il suffit que je mette 2 packs de 10 tireurs, je suis qu'à 420 points, je vais mettre 3 gros cordons comme ça, je suis qu'à 600 points. J'ai quand même peur qu'il y ait beaucoup de ressources sur table et peut-être pas assez de balles adverses pour les tuer. Après, je sais qu'à AOS en général, c'est faux, il y a une attrition qui permet de table rase beaucoup d'armées. Ouais, c'est assez surprenant parce que ça faisait longtemps que dans des livres ou même dans les index ou quoi, on n'avait pas eu d'unités aussi peu chères. Il y en a très très peu dans le jeu. Maintenant, on voit souvent qu'effectivement ces unités, elles ont une capacité qui est limitée, donc on les spamme pas, on n'a pas ce gameplay des fois horde qu'on peut trouver à certains endroits. On va mettre 2 unités, ça fait des bons cordons, pré-move, ça protège des alpha strike de nos adversaires, etc. Mais après, on a besoin d'un cœur d'armée qui est quand même un peu solide pour ensuite continuer à jouer. Donc dans notre gameplay, je pense que 2x10 c'est extrêmement bien. Aller plus loin, c'est vraiment pas utile. Faudra avoir un profil qui est un peu séduisant pour ça, c'est pas du tout le cas. On passe maintenant sur la colonne vertébrale de cette armée, c'est-à-dire le nain, avec un bouclier, donc les 2 unités, alors il n'y a plus de ligne, mais en tout cas les 2 unités, on va dire, phares de cette armée, avec les cohortes infernales. Il existe une version avec épée, bouclier, lame, hachutite, qui est à 100 points. Bon, on est sur un nain, on a une sauvegarde à 3 de base. Ça c'est quand même très 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 bon. 2 attaques de base, anti-infanterie plus un perforation, qui touche à 3, blesse à 4, sans perforation, mais dégâts 1. Derrière, on se rappelle que même si on blesse à 4, on a un artefact qui dit toi t'es maudit et tout le monde va avoir plus 1 pour te blesser en mêlée. Eux, ils vont avoir comme première règle la marche disciplinée qui dit que dès qu'on fait une course, on fera 4 minimum sur le D6, donc on bougera de 8 minimum par rapport à ce que tu disais sur la prise de terrain. Ensuite, on va avoir comme bonus la résilience démoniaque qui fait que si on a un pion sur nous, protection à 6, 2 pions sur nous, protection à 5, 3 pions, protection à 5 et à 4 contre tout ce qui va être sort, prière et manifestation. Faut noter qu'ils ont un petit pion avec eux qui est un gong et qui vous permet au moment d'un ralliement de jeter un dé supplémentaire et de retirer le petit gong. La version qu'on va mettre en opposition, c'est la version lance bouclier qui coûte 10 points de plus, donc 110 points les 10. Eux vont avoir la même stat d'attaque et de défense, sauf qu'ils vont avoir anti-cavalerie plus un perf et anti-charge. Et eux vont avoir comme aptitude le fait de pouvoir, à votre phase de héros, s'ils contestent un objectif, jeter un dé et sur un 3+, avoir un pion de pouvoir démoniaque en plus donc de ceux que vous allez farmer. Donc très intéressant. Et sinon, dépendamment du nombre de pions démoniaques, on est sur la même notion de défense.
Yes. Et ben écoute, je pense préférer quand même les lanciers. Parce que avec mouvement 4, bon, c'est super, on a une course auto, mais en fait, on n'a pas de course à charge ni de charge à 3D. Donc avec mouvement 4, on va globalement attraper 5-10% du jeu vraiment en charge pure. Ils ont qu'un anti-infanterie, sinon ça tape plutôt mou. Tu vois, on se dit, ok, j'ai crit mortal, allez, vas-y, je mets le perso qui donne plus une attaque. Tout ça, c'est des combinaisons, il n'y a pas trop d'assurance non plus d'y arriver, parce que notre perso aussi, il a mouvement 4, donc pour donner plus d'attaque, il faut qu'il y arrive. Donc, toi, ce que tu veux dire, c'est que tu préfères finalement dire au pire un pion d'ordre, je fais une course à 6 auto une fois dans la game pour me positionner, et derrière, je bénéficie de mes règles. Sur un obj. Vu que j'ai pas des pions non plus infinis sur un 3+, je vais en gagner un automatiquement. Donc ça m'aide dans mon gameplay à pouvoir avoir au moins une protection à 6 qui est sympathique. Et au pire, je mets qu'un seul pion et clac sur un 3, je passe en 5+, et c'est tout ce que je veux. Le troisième palier est franchement pas méga utile. J'ai une protection à 4 contre les manifestations immortelles. Ça arrive une partie sur 15, on s'en fout. L'important, c'est la protection à 5 qu'on va aller chercher. Et en plus, j'ai un gameplay où je suis lent, donc 90% du jeu a un meilleur mouvement que moi, et donc mathématiquement, on devrait plutôt me charger que moi charger, et donc j'ai plus impair tout le temps, et pas contre seulement l'infanterie. Et en plus, si c'est une cavalerie, je suis de toute façon bien tout le temps, même si c'est moi qui ai réussi à charger. Moi, j'apprécie particulièrement les lanciers. 110 points les 10, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien. À 220, ça fait un bon groupe. Pour moi, c'est que les infanteries qu'on ne voit que en renforcé. Hein. Par 10, je vois pas l'intérêt. Il y a 10 mecs avec un PV, c'est beaucoup trop faible. Par contre, en renforcé, des bons blocs, 2 blocs de lanciers de 20, avec le personnage plus une attaque à côté, qui porte vos artefacts, votre truc, avec son petit taureau familier si vous avez envie. C'est excessivement bon. Moi j'aime beaucoup ce truc là. Voilà, yes, on a fait le tour finalement des 4 infanteries, donc les 2 de tireurs et les 2 qui sont ici. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la formation qui, je le rappelle, quand tu as 3 pions, te permet de faire des ralliements à 6 dés de base, plus 1 parce que tu as un musicien, et plus 3, donc à 10 dés au total. Yes, on voit qu'elle a toute sa résonance parce qu'en fait on va avoir, si on veut de l'attrition, là on a parlé que de la partie naine, on verra après les autres familiers et accompagnants. L'attrition, elle vient des shooters, hein. C'est pas votre infanterie qui va faire les dégâts. Vous pouvez faire des combats avec l'infanterie. Si vous n'avez pas le crit mortel, même avec le perso plus une attaque, et que vous n'êtes pas fait charger, par exemple, mes lanciers ils ont chargé, je peux finir à des clauses où je fais genre 1 ou 2 PV max dans des cibles. Donc je vais compter sur. C'est le gameplay nain, quoi. Et si vous regardez des films genre Seigneur des Anneaux, où tu vois, t'as la phalange de nains, et heureusement que t'as les shooters derrière qui arrosent par-dessus pour à peu près s'en sortir, parce que sur le long terme ça passera pas, quoi. Et ils se font surclasser par beaucoup d'armées d'un point de vue martial, et ça c'est la vérité. Donc on n'a pas de troupes d'élite pure, on a des phalanges qui peuvent tenir respect comme tu l'as dit, un peu aux unités de base adverses. Voilà, on a une très bonne base qui est solide, mais qui n'a pas d'aptitude martiale. Voilà. C'est marrant, je sais pas si c'est le hasard. Là, je retourne dans Age of Sigmar avec Idonet et ça, et en fait, je me rends compte que c'est la même colonne vertébrale d'armée. C'est-à-dire que tu mets systématiquement 2 fois 20 trals pour pouvoir tenir la table au centre, tout comme là, indirectement. Ouais. Et derrière, c'est des murennes dans une armée et c'est des tireurs ou des centaures dans d'autres. Mais c'est vrai que je trouve que pour le coup, on est sur une répétition un petit peu, tu vois ce que je veux dire, de cette structure d'armée potentielle. Ouais, c'est une armée en fait un peu classique. Tu peux prendre ça comme des phalanges grecques à l'époque et tout. C'est-à-dire c'est phalanges, mais mes phalanges sont extrêmement bonnes, elles sont le cœur et elles tiennent l'armée, elles peuvent gagner en 1-1, mais on finissait toujours par une charge de cavalerie sur le flanc. Donc là c'est le Taurus qui vient déblayer, ou mes centaures qu'on va avoir juste derrière pour venir couvrir. Donc on est sur un gameplay vraiment armée impériale, napoléonienne classique, c'est-à-dire phalange, cavalerie, support avec des machines de guerre qui déblayent l'ennemi avant qu'il arrive, mes tireurs qui peuvent mettre des frappes en dernier ou des trucs comme ça, pour aussi améliorer ma stat. C'est con, mais quand j'ai une stat qui est mauvaise, il faut encore plus que je frappe avant mon adversaire. Donc là j'ai mes shooters derrière, clac, frappe en dernier, j'encaisse la charge avec mes lanciers. Tu vois, c'est très armée un peu classique qu'on peut voir sur le champ de bataille ou dans les films et tout. Moi j'aime bien parce que c'est assez cinématographique aussi, tu vois. Donc, on en a pas parlé en intro, mais c'est surtout pour moi, on retourne un petit peu dans du héroïque fantastique et pas sur de la high fantasy. Absolument. Et tu vois, je trouve que c'est beaucoup, en tout cas moi j'y adhère à 2000, quoi. C'est clair. On passe maintenant à ce qui est très très rapide dans cette armée, c'est-à-dire la cavalerie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pas 2 pieds, ils en ont 4. On va parler des centaures, il en existe 2 types. On va avoir les centaures taureaux qui vont coûter 190 points les 3, et les sentinelles consacrées qui elles vont être à 160. On va se focaliser d'abord sur les centaures taureaux, donc les plus chers, à, je le répète, 190 points les 3. C'est la version d'attrition. En gros, ça bouge de 10, 4 points de vie, sauvegarde à 4, contrôle d'objectif 1, 4 attaques en 3 plus 3 plus moins 1, 2, charge plus 1 dégât, crit mortel. Ouais. C'est une des meilleures lignes d'attaque d'une cavalerie dans le jeu. 2 aptitudes, ils vont pouvoir jeter 1 dé par figurine et ajouter 1
au jet pour nombre de points de pouvoir qu'ils ont sur eux, et sur chaque 6, donc s'ils ont 3 points, sur chaque 3+, faire une blessure mortelle. En plus de ça, ils vont avoir comme aptitude x6 broyer les indignes, qui est comme pour le coup les autres taureaux qu'on va voir juste après, +1 charge par pion qu'ils ont sur eux. Ouais. Excessivement bonne cavalerie. Seul défaut, c'est qu'elle a un tanking qui est vraiment très mauvais et une prise d'objectif qui est très mauvaise, effectivement, parce qu'on est sur de la 4 points de vie, donc on n'a pas le cap du 5 PV et du contrôle 2. Donc, et on a une létalité qui peut être un peu frustrante, je pense, dans un côté comme de l'autre, c'est-à-dire on peut avoir un peu une cavalerie qui charge et qui fait un peu prout, comme on dit, c'est-à-dire j'y vais, pâtisse, bon, je suis reine -1, on s'accroche pour le jet de sauvegarde de mon adversaire. Et on peut arriver, schlack, tu prends 18 BM et je t'arrache la tête. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle va très bien avec le gameplay de l'armée, c'est-à-dire phalange, on l'a dit, et bam, 6 centaures qui débarquent sur le côté et qui arrachent tout. C'est magnifique, ça buff, ça va excessivement vite, sous allégeance pour aller encore plus vite. Et même de base, 10 de move, c'est ok, tu fais un duel avec toutes les cavaleries lourdes un peu du jeu. Donc je l'aime bien, elle a un rôle sur le flanc, on peut l'avoir par 3, par 6. Coup en point, on est bien designé. Et en plus, elle a un gameplay qui est très différent de la deuxième. Yes, la deuxième qui est à 30 points moins cher, puisqu'on est à 160 points les 3. Globalement, même ligne de défense. Au corps à corps, par contre, on a perdu une attaque. Et on est charge +1 dégâts, tout comme la précédente. Mais pas crit mortel. Là, on est anti-cavalerie, +1 perf. Pourquoi ? Parce qu'elle est là pour réceptionner. Son bonus, c'est toujours +1 au jet de charge par pion qu'elle va avoir. Mais par contre, pas de blessure mortelle à l'impact. Elle va juste avoir frappe en premier si elle a fait une contre-charge à ce tour. Ouais, donc en plus il y a marqué si vous avez donné l'ordre de contre-charge. C'est intéressant parce que si vous avez raté votre contre-charge, de ma lecture, les arbitres au SFF me compléteront, tu as quand même le frappe en premier. Donc tu as dépensé 2 CP, mais on a souvent ce côté du je viens lécher ton unité et est-ce que tu veux dépenser 2 CP ou pas, et t'as pas dépensé, et écoute, moi je donne mon ordre, j'ai raté ma charge, j'ai fait double 1 ou je sais pas quoi, j'ai quand même frappe en premier, donc si tu fais ton mouvement d'engagement pour venir me taper, j'aurai quand même frappe en premier, c'est plutôt cool. Cavalerie intéressante, 2-1 par son coup, qui du coup t'es moins dégoûté quand tu vas rater tes attaques. L'anti-cavalerie c'est pas mauvais, on sait que les Mogrunta chez les Ironjo ont cette règle là. Dans le jeu aujourd'hui, il y a beaucoup de cavalerie, c'est pas mal. Et pour moi, le côté coup, par 6, celle-là, elle est quand même assez attrayante. Et j'aime bien le côté que quand tu as une contre-charge, pourquoi ? Parce que c'est typiquement le genre de mouvement où vos unités vont être assez proches. On est quand même sur une armée où on va pas avoir d'unité qui est très solo sur le côté, etc. Et donc tu vas avoir ce côté où tout va être un peu à côté, tu vois, je vais avoir ma phalange qui est sur Objo, et puis ma cavalerie Saurus elle est un peu derrière, je vais donner 3 pions aux deux, donc un pour le tanking et l'autre pour l'attrition, ou alors je fais bouger mes pions de l'un à l'autre avec mon personnage, et du coup tu viens, ouais mais là j'ai une contre-charge à +3 en fait, avec donc attention, tu vois, ça va me coûter 2 CP, mais je vais quand même te faire très mal, et si je te touche sur ma contre-charge, j'ai frappe en premier, je te nettoie, et là en fait c'est changement de game parce que j'ai inversé le cours de la partie. Donc moi j'aime beaucoup cette unité et je trouve ça bien, et de mon point de vue je pense qu'on peut jouer les deux dans une armée, que ça se complète bien. Et par contre je pense que dans un full vraiment centaure on préférera la version très offensive un peu chère, parce que du coup je suis plus agressif, donc les contre-charges j'en fais beaucoup moins, et donc la deuxième bénéficie un peu moins de son utilité. Il n'y a pas d'autre occurrence d'ordre, on va dire, assez coûteux. Si on fait une parenthèse sur justement ce carburant qui sont les pions d'ordre au nombre de 4, je le rappelle en générique, ça va être très point d'ordre VOR, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça différemment, puisqu'en fait je rappelle qu'il y a l'ordre générique qui est quasi auto-obligatoire jusqu'au moins au tour 3, pour pouvoir justement buffer une unité avec 1 à 2 pions sur elle, pardon. Ouais, tu vas avoir en termes de points de CP, je pense que c'est une armée qui va être assez intéressante à dépenser. Pourquoi ? Parce que déjà on a une haute valeur de sauvegarde. Qui dit haute valeur de sauvegarde dit on aime bien améliorer nos points forts, et donc défense en règle va très souvent partir. On n'a pas des bonnes stats d'attaque, donc on n'aura pas trop de questions. C'est que sur l'attaque en règle on va très peu se poser de questions. Sauf sur les tireurs quoi. Ouais, sur les tireurs seulement, mais les autres ils ont des crits mortels, donc en plus améliorer ta touche quand t'as des stats d'attaque pas des ouf, c'est pas dingue, tu vas juste jeter et puis tu veux fluffer le maximum de 6 possible sur tes dégâts. Mais par exemple t'es lancier, même turbo buffé avec crit mortel machin, tu vas jamais lancer un all-out attack, jamais de la vie. Donc ça, et les contre-charges qui sont extrêmement intéressantes, surtout quand tu n'as pas beaucoup de vitesse, et les redéploiements, parce que quand tu as 4 de mouvement et que tu fais un redéploiement, j'enfonce des portes ouvertes, mais à partir du moment où tu fais un 4, tu as gagné une phase de move immédiate, que ça soit avec des tireurs pour contrecarrer plein d'adversaires en disant je me mets à plus de 22, t'es à 22,5, redéploiement ton tour, tac, du coup je rentre dans tes 22, maintenant t'es à portée de tir. Donc je dirais
la dépense de CP va être assez simple, elle va être centrée sur ça et on va pas trop caster pendant le tour adverse, pas trop faire de trucs comme ça. Et quand on a des petits mouvements, souvent des courses auto. Donc le choix va se faire entre est-ce que je mets une course auto, est-ce que je mets une attaque en aigle au tir, est-ce que j'ai vraiment besoin de la défense en aigle ou est-ce que ma 3+5+ me suffit. Voilà. Ok, on va maintenant passer du côté des pièces d'artillerie. En parlant des 2 canons, on va commencer par le lance-fusée Hurle-Mort. Lui, il est à 140 points pour faire 3 tirs qui touchent à 4, qui blessent à 2, perf -2, dégâts D3 +2, anti-monstre plus 1 perf, anti-machine de guerre plus 1 perf. Ensuite, tu vas avoir comme règle, si tu tires sur un monstre ou une machine de guerre, d'être dégâts flat 5. Au tir, c'est pas D3 +2, c'est 5. Et aussi, qu'il brûle. Alors, c'est pas une insulte, mais c'est un peu méchant quand même. Le fait de, dépendamment du nombre de points que tu vas avoir sur toi, de jeter un dé par unité qui a 3 pouces de la cible, et sur un 3+, de mettre une mortelle. C'est-à-dire que, bon, bah, globalement, vous allez mettre 2 mortelles si vous mettez 3 points là-dessus. Je suis pas sûr que tu auras envie d'investir sur celle-là spécifiquement. Non, 0. Par rapport aux dégâts mortels. Première question, 140 points pour ce genre de volume de tir et d'attrition. Qu'est-ce que ça dit? J'arrive pas à me rendre compte dans Age of Sigmar. 140 points, ça fait pas cher, mais d'un autre côté... En fait, ça se joue pourquoi? Parce qu'on a vu l'impact de la baliste chez Cruel Boss qui est flat 6 sur les monstres, etc. Mais en fait, tu cherches ce qu'on appelle le spike, c'est-à-dire le peu de jet de dés, mais qui ont une énorme volume d'attrition ou de dégâts sur un type de cible particulière. Bah là, en fait, c'est du flat 5 sur les monstres et les machines de guerre. Donc, il y a machines de guerre, pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, hein, tu vois. Tu prends les chariots, par exemple, de Thor of Cain. Ah, t'es War Machine, désolé, tu vois. Ou, je sais pas, moi, un Allrack chez Nighthaunt, t'as une barque, bah t'es une machine de guerre, tu vois. Ça picote, et sur les monstres, il y en a un paquet dans le jeu, parce que tout le monde aime bien. Ah, j'ai pris mon bel accord, j'ai pris ma mocrocha, j'ai pris mon truc. Bah viens, et tu mets des énormes sauces. Donc c'est random parce que tu touches à 4 et tu vas jamais mettre une attaque en règle ou très peu souvent sur ce truc là. Mais bon, la stat elle est exceptionnelle quoi, tu vois. 3, 2, 1, 2, 5. Tu vois, et bon, en plus on aime bien voir la tête des adversaires. T'es flat combien? 5. Tu vois, ça pique donc c'est très fort. Et à mettre en opposition avec celle d'après, vous allez voir qui est exceptionnelle dans tous les cas. Et alors justement particulier, parce que c'est pour ça que je te posais la question du coup en points, 140 points pour ce genre de volume d'attaque, c'est ok. La deuxième, c'est le bombarde de tourment, elle est moins chère, elle est à 130. Et pourtant, à 30 pas, 4 tirs, 3+3+, -1, D3, mais anti-cavalerie plus 1 perf, anti-infanterie plus 1 perf. On s'en fout des dégâts. Et elle va avoir 2 aptitudes. La première, même si on s'en fout de l'attrition, plus 1 pour toucher si on tire sur plus de 5 figurines et à plus de 12 pouces. Pas mal. Voilà, on sera donc en 2+3+, -1 D3, ne serait-ce que pour l'attrition, pourquoi pas. Et comme deuxième aptitude très surprenante, le bombardement de la ruine. Globalement, vous allez prendre donc la cible sur laquelle vous avez mis tous vos tirs, par contre c'est une restriction. Par nombre de points que vous allez avoir, vous allez pouvoir choisir une cible, donc jusqu'à 3 à 6 pouces de votre cible principale. Et pour chacune d'elles, donc celle que vous avez ciblée avec toutes vos attaques et jusqu'à 3 autres, vous allez jeter un dé et sur un 3+, l'unité ennemie ne peut pas lancer d'ordre jusqu'à votre prochain tour. Voilà. Donc il n'y a pas de raison, pas besoin de faire des morts. 130 points. Pas besoin d'avoir blessé, pas besoin d'avoir touché. Voilà. Donc, premier truc, méga dédicace aux armées d'avant parce qu'on retrouve le lance-roquette et le simili tremblement-terre que les joueurs un peu old school comme moi ont tous connu, qui avait des aptitudes qui touchaient toujours. Il y avait bombardement, donc t'étais secoué, tu pouvais pas, t'étais réduit en ton mouvement, dans ta charge, des trucs comme ça. C'était très sympa. Là, du coup, il touche aux ordres, couper les ordres à distance. Sans aucune restriction à part jeter un jet de dés sur un 3+, la portée en plus de jusqu'à 36 pouces parce que c'est 30 pas la cible principale, 6 pouces derrière. C'est ça, et d'étendre derrière sur le truc, bah ça veut dire qu'en plus t'es même pas obligé de voir la deuxième cible. Donc je tire sur un truc qui est pas occultant, bah le mec qui a 6 pas qui lui est protégé, boum clac 3+, pas d'ordre. Ok, dégoûté. Et en fait le pas d'ordre c'est monstrueux dans le jeu, c'est l'aptitude la plus forte qu'on peut avoir dans une raid, la Age of Sigmar, c'est ça, puisque tout dépend de ce truc là. Donc en avoir plusieurs ça sert à rien, c'est une fois par tour par armée, donc ne pensez pas à spammer ce truc là, ce n'est pas utile. Une, bien protégée, avec des anti-frappes en profondeur à côté, type cavalerie centaure et tout. Ce truc là, pas besoin de buffer son shoot, juste je tire. Et en fait l'espacement de 6 pas il est trop grand, fallait mettre un 3 pas. Parce que 3 pas tout le monde peut s'en protéger, c'est-à-dire que t'as qu'un seul shoot et tu jettes un seul dé sur un 3+. Là, 6 pas durant une partie, c'est impossible à maintenir. Tu fais des bulles de 12 autour de tous tes machins, autant te dire que tu peux pas jouer, tu vois. Et on a même des zones de déploiement maintenant dans les nouveaux scénarios qui sont un peu groupées, avec les décors, on peut être un peu bloqué et tout. Mais t'as des mecs, ils ont tellement de figurines sur map, ils vont être obligés de se prendre du pas d'ordre. Enfin, tu vois. Les mecs qui fait les 3+ toute la partie, il y a des unités, ils vont pas avoir d'ordre pendant toute la game. Juste pour compléter ce que tu dis, je rappelle que là, donc cette aptitude de contrer les ordres va se faire à ta phase de tir en tant que joueur actif. Ouais. C'est-à-dire qu'à ta phase de mouvement, il a quand même pu faire un redéploiement et un ralliement potentiel.
Ça veut pas dire que c'est pas pété. Je dis juste que c'est pas d'ordre, surtout pendant son tour. Oui, on va dire sur une partie, tu peux lui laisser 2 phases dans toute la game où il aura des trucs, quoi. Non, bien sûr. Mais c'est anti-gameplay et c'est pas du tout assez cher. Et 130 points, ouais, c'est ça. En fait, juste l'aptitude aurait dû faire que tu devais lâcher 170, 180 points, tu vois. Et une dans l'armée, bah t'as une taxe dans toutes les armées de 180 points si tu veux juste ce truc-là. Là, si on regarde les deux, spammer par exemple la lance-fusée Hurle-Mort pour avoir vraiment une gunline qui rigole zéro. Non, je pense pas. Spammer parce que les machines de guerre, ça va être difficile à défendre. Faut beaucoup d'unités pour les maintenir. Quand t'as des scénarios où faut bouger, on parlait de scénarios à multi-objectifs et tout, c'est des poids morts à l'arrière de ta ligne. On a des armées qui arrivent dans notre dos, etc. Age of Sigmar, donc, et les frappes en profondeur, c'est très compliqué. Et donc moi, j'aime bien une roquette pour menacer un peu les grosses targets ennemis. Et le tremblement-terre, enfin moi je l'appellerais comme ça, pour secouer anti-ordre, etc. C'est ce qu'il y a dans une armée un peu équilibrée, j'aime bien ces deux-là. D'accord. Yes, on va maintenant passer du côté des 2 dernières unités. Coup de cœur monumental, je pense que quand on a découvert les figurines, on a tous dit que c'était fou, ça fait la taille d'un Dreadnought de Warhammer 40 000, c'est un kiff absolu, ça va être les machines Dominator. Elles, ce sont des machines de guerre automates, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, par rapport à l'artefact. Globalement, on va avoir une version full corps à corps et une version qui fait quand même du corps à corps, mais qui fait surtout un tir qui est ouf. Ouais. C'est très particulier comme unité. Lance-flamme en gros. Exactement, ouais. On va commencer par celle full corps à corps. Elle est à 170 points. On est globalement sur une unité qui bouge de 6. 10 points de vie, sauvegarde à 2, contrôle d'objectif 2. Ouais, parce que c'est pas un monstre. Exactement. Du coup, il a pas le bonus du monstre d'être en général contrôle d'objectif 5. Mais quand on est dans l'ère justement des buffs de l'occultant, c'est mieux. En fait, il gagne le buff de l'occultant contre un sujet. Dans la longévité du jeu, ça peut aussi lui coûter parce que si demain les raids d'occultant bougent, bah il aura un OC2, ça va un peu le rendre triste. Globalement, 170 points, 4 attaques qui touchent à 4, qui blessent à 2, perforation, -1, dégâts flat, 3. Plus on va lui mettre 2 pions, plus il va augmenter sa mobilité, c'est-à-dire que pour chaque pion, qui je rappelle vont de 1 à 3, il va gagner 1 en mouvement et 1 en attaque. Voilà, parce qu'on se disait au départ, le profil était pas ouf. Ouais. Et en plus... et là tu te dis, attends, il y a un truc marqué en rouge. Et là, le truc en rouge, faut le lire. Yes, puisque si cette unité est en mêlée avec un ou plusieurs héros ennemis, elle va pouvoir utiliser 2 aptitudes de corps à corps, mais comme d'habitude, la deuxième lui donnera frappe en dernier. Ouais. Donc faut imaginer que déjà, c'est très difficile de one-taper un mec comme ça. Donc s'il a portée de mêlée d'un héros, il va s'activer 2 fois. Le gars avec 3 pions, il va bouger de 9 et il va balancer 7 attaques, 14 attaques en réalité. S'il s'active 2 fois. On rappelle néanmoins que l'attaque en règle ne marche que sur une seule activation, mais par contre tu as un malus de -1 à la save jusqu'à la fin de la phase. C'est ça, mais tu as une bonne save de base, donc c'est un tout petit peu moins grave. Il a un bon nombre de PV, 10 PV, sauvegarde à 2, c'est très compliqué à tomber. Moi je le trouve exceptionnel dans le rôle du garde du corps, celui-là ou celui de tir qu'on va voir juste après. La restriction du double frappe est extrêmement bien écrite et mieux écrite que d'autres. C'est-à-dire qu'il faut que même à la deuxième activation, le personnage soit toujours engagé avec lui. Vous ne pouvez plus double frappe si vous avez tué le perso. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est tout ce qui va être petit personnage qui est à côté d'une unité. Parce que du coup, j'y vais, je frappe d'abord l'unité, ensuite j'utilise mon double frappe pour éclater le perso ou retaper dans l'unité, etc. Donc je le trouve hyper bien, ce gars-là. Il est génial. Et sa stat de combat est ok pour un truc qui double frappe. Il a un très bon profil, mais qui est RN-1. Donc en fait, il peut aussi, ça peut un peu fluffer quoi. Tu vois, t'as un perso en face, il a une 3+. Ça peut un peu galérer. Par contre, il fait des bons enfoncements parce et donc il peut aussi je charge. Enfoncement, on rappelle, c'est un mouvement qui nous permet de tout simplement refaire un mouvement à la fin de phase tour et remettre un petit D3 blessure mortelle sur l'unité et rebouger pour peut-être revenir à côté de notre garde du corps, enfin le personnage qu'on protège. Moi, je le trouve magnifique et les doubles frappes, c'est une énorme ouverture dans le jeu pour faire des combinaisons. Alors, il est très bien. Ouais. Il serait très bien dans n'importe quelle armée. Là, c'est la comparaison. Ouais. Maintenant, je le disais, il est à 170 points. À 190 points, vous avez la version de l'autre page. Donc on est quand même 190 points le bestiau. Ouais. Même ligne de défense, sauvegarde à 2, 10 points de vie, contrôle l'objectif 2, mouvement 2, 6. Toujours plus un mouvement et plus une attaque. Et c'est attaque tout court. Ouais. Si jamais il a des pions sur lui. Et là, on regarde un petit peu son profil d'attaque. On se dit, attends, il a un canon d'immolation qui est plus un perf contre la cavalerie. Tir en mêlée, ça fait que quoi qu'il arrive, il va pouvoir tirer. Ouais. À 8 pouces, il va pouvoir faire 5 tirs qui touchent à 2, blesse à 4, perforation -1, dégâts D3. Ouais. Et au corps à corps, plus un dégât à la charge, comme son pote, sauf que lui perd une attaque, il est pas à 4, il est à 3, il blesse à -1, donc lui il est à 3 attaques en 4+, 3+, -1, D3. Mais lui, il va avoir tout doigt brûlé comme effet, qui est que il va pouvoir splitter ses tirs, et que par cible différente qu'il va prendre, alors ça semble péter, mais il n'a que 8 pouces de portée,
Voilà. Mais par cible différente, par attaque qu'il va prendre, il va gagner 2 attaques. Ouais. Et on se rappelle qu'il a 5 attaques de base, mais qu'en réalité, il monte à 8 si on lui met 3 pions. Ouais. Donc, 8 attaques, alors on est obligé de jouer au con, hein, mais il pourrait choisir jusqu'à 8 cibles. Mais jamais 8 cibles rentreraient dans ces 8 pouces. Mais il faut juste comprendre, en fait, justement, le volume d'attaque que ça va faire. C'est-à-dire que vous allez avoir 8 attaques, vous allez pouvoir les splitter. En général, 8 pouces, c'est plutôt 2 à 3 unités. Mais par unité que vous choisissez, vous gagnez 2 attaques par unité. Donc, si jamais tu fais 4-4, en réalité, tu fais 6-6. Ouais. C'est cool, et tu dois les répartir équitablement. Tu peux pas gagner ton buff et tout mettre sur une. Ça, c'est plutôt bien écrit. Exactement. Et tu l'as dit, les situations où ça va se produire sont assez légères, parce qu'en plus, quand t'es engagé au corps à corps, tu dois tout mettre dans l'unité qui t'est engagé. Donc, s'il y a d'autres gars engagés dans d'autres corps à corps juste à côté, tu pourras pas le faire. Voilà. Mais le fait est quand même que, enfin, le game design, il est ouf. 190 points versus 170, j'arrive pas à choisir. Bah, en fait, je pense qu'il y a des armées où tu vas pouvoir essayer les deux. Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus il y a 2 types. Moi je les aime beaucoup avec le truc du garde du corps, vous avez compris, parce que je trouve qu'il y a un design sur le champ de bataille qui est hyper stylé. Le mec vient avec son familier, tu vois, le familier il est vénère. Et donc il y a le côté, j'aime bien le mec, le perso qui va rester un peu en arrière, genre un sorcier et tout. Et puis il a le cramage des lance-flammes, genre ma phalange va réceptionner, j'ai mes tromblons, plus mon taureau qui arrive, commence à tout brûler et tout, tu vois. Donc j'adore. Et puis t'as l'autre où peut-être le petit perso qui file plus une attaque là, tu vois, qui est un peu le leader à pied, battez-vous, ça la racaille. Bah en plus il vient avec son taureau de close, et quand il y a en gros un énorme perso un peu en face, il dit tu vois, il y va pas lui-même parce que il se respecte, tu vois, il dit j'ai une rayon, je t'en vais mon pote. Il dit ouais, faut que je manage un peu la team là, vas-y, tu vois, il envoie son taureau double frappe, dégâts 3 et tout. Franchement, énorme kiff en termes de costing, t'en penses quoi? 160 et 190. C'est bien design parce que le lance-flamme ça peut créer des sales situations, donc c'est bien qu'ils soient un peu chers, peut-être un poil trop. Tu vois, ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils sont après la sauvegarde à 2, ça coûte très cher dans le jeu. Donc en fait, parce qu'il y a plein d'armées qui galèrent, si t'as pas de crit mortel, t'as pas de machin, avec défense en règle, tu passes en 1+, il y a des gens qui rebondissent, qui te font rien, donc t'es obligé de coûter cher. En fait, tu payes ça parce que dans le jeu aujourd'hui, c'est compliqué de passer ce type de sauvegarde. Ça tombe bien, on a fait le tour de toutes les entrées. Globalement, vous avez vu, on est entre 100 et 110 points toutes les unités de type infanterie. On est entre 160 et 190 les cavaleries un petit peu énervées. Ouais. 320, 350 les 2 personnages qui sont énormes, qui sont les enclumes de l'armée, quasiment un one tapable, puisqu'en plus de ça, très bonne armure, beaucoup de PV, 16 PV, et protection à 4 si jamais on décide vraiment de vouloir les faire tanker. Et derrière, on va avoir les petits électrons libres à base de petits sorciers pas trop chers, petits capitaines pas trop chers à 90 points. Et pour un premier jet, je trouve ça vraiment trop cool, quoi. Ouais, c'est du coup on voit, on arrive sur une armée assez martiale, assez armée régulière avec ses différentes troupes, des synergies qui sont intéressantes, un petit problème de stats au combat parce que c'est pas des tueurs à gages non plus, tu vois, on n'a pas une élite avec des marteliers comme on l'a chez les nains ou une cavalerie lourde d'exception. Tout peut un peu craquer aussi, donc va falloir faire avec les aléas d'une armée régulière, c'est-à-dire une unité qui va un peu moins performer, une autre qui peut surperformer et tout, donc moi j'aime bien. Du tir qui est très intéressant, quelques règles qui peuvent paraître un peu frustrantes, un peu fortes, peut-être un peu mal designées, ou une envie de design qui est un peu légère, genre le glitch de la pétrification qui moi me plaît pas trop, je pense qu'on pourrait trouver mieux, mais il y a de l'idée, il y a des essais, il y a une armée complète, plusieurs capacités à pouvoir monter les unités, toutes les options d'armes on a vu sont bonnes. Les unités, on pourra avoir toute leur représentation sur le champ de bataille. On peut tout mixer, ça marche plutôt pas mal. Je dirais la seule unité un peu en dessous, c'est peut-être les nains avec épée qui paraissent un peu moins sexy que les autres. Et encore, ça fiabilise t'as ton mouvement pour mettre tes 2 voix 20 mecs, tour 1. Voilà, pour être un peu aggro, c'est tu pas. Bouges de 8 les 2 tours 1. C'est pas si mauvais que ça non plus, tu vois. Et on a vu que toutes les sous-allégeances, plus on avance dans les War Scrolls, plus on se dit pas mal les 4 en fait. Même finalement celle des prières et des récitations. Moi franchement je trouve que c'est pari réussi pour Game Workshop, et je pense que de histoire de AOS je doute qu'on ait vu une armée sortir aussi bien réussie et variée que celle-là. Voilà. Et j'ai une dernière question pour toi. Donc là on arrive avec de nouveaux mécanismes que tu as critiqués par rapport à la pétrification, par rapport à tout ça. On est à 1/3 théorique de la durée de cette édition de Warhammer Age of Sigmar. Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux mécanismes qui peuvent laisser envisager là où va aller l'éditeur ? On a un éditeur qui essaie de donner une vraie identité à des armées, avec un vrai gameplay qui est propre, qu'on n'a pas dans d'autres, parce que des types d'armées régulières comme ça, on n'en a pas beaucoup dans le jeu. Peut-être la plus proche, ce serait peut-être City of Sigmar, qui ressemble un peu dans son style, avec quand même un design qui est excessivement différent de ce qu'on a là. Un nouveau type de ressources, des essais avec ce système un peu de contre-tir, qui est peut-être un test de règles de la part de Game Workshop pour voir si
bah tiens, on va peut-être tester avec un bouquin notre future règle dans 3 ans de contre-tir parce qu'elle sera peut-être un peu meilleure. Et moi j'aime bien ce genre de truc parce qu'on voit des idées nouvelles, des tests encore une fois pour améliorer le jeu dans son design, et c'est une armée qui je pense peut traverser les 3 prochaines années sans aucun problème parce que elle va pouvoir s'adapter, changer un peu en fonction. On aura sûrement à un moment des sous-allégeances supplémentaires ou des choses comme ça qui arriveront un peu en cadeau en plus, et pourquoi pas des manifestations pour la renforcer, entre guillemets un nouveau décor de faction qui va améliorer le gameplay avec peut-être des pions en plus et tout. Si par exemple, tu vois, c'est con, mais si Game Workshop trouve que il y a un retour qui dit on n'a pas assez de pions pour alimenter l'armée, bah clac, je mets un décor de faction qui m'en donne un de plus par tour ou un truc comme ça, et du coup bah clac, tu peux changer, ou des manifs qui quand t'es à côté t'as 3 pions d'un seul coup. On voit tout de suite un peu des types de choses qui peuvent être ajoutées dans l'armée pour la rendre peut-être meilleure si jamais, et puis équilibrée en fonction. Et je pense pas qu'il y ait des trucs astro broken de toute façon, parce que les stats de ligne et de combat m'ont pas l'air si dingue que ça. Pour compléter ce que tu dis, écoute, moi vraiment j'étais conquis de ouf. Enfin franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas jeté mon dévolu aussi fort sur une armée, et pourtant les nains du chaos, moi, me séduisaient pas du temps de battle. Ouais. J'ai été conquis pendant la reveal, parce que vraiment ça. Et encore une fois, quand on voit les figurines, on est encore plus surpris que dans le positif. On est vraiment sur des figurines qui sont bulky, donc qui sont trapues, mais qui sont d'une belle échelle pour des nains. On va pouvoir se faire plaisir, parce qu'encore une fois, j'ai utilisé le terme, et je pense que c'est vrai. Et Game Workshop a choisi un style de caricature du nain, et à la peinture c'est génial. C'est un énorme pif, un coup de contraste, putain tu le vois, tu vois ce que je veux dire. Les mailles pourraient pas exister, enfin tu sais, les mailles vraiment des ne pourraient pas exister tellement elles sont grosses, mais ça donne un cachet de ouf à l'armée. Et en termes de peinture, tu peux partir sur plein d'effets différents. La rejouabilité elle est trop bien, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est vraiment un pari très très réussi. Le seul truc où moi je n'ose pas me positionner, c'est plutôt sur l'équilibrage externe du livre. Mais en équilibrage interne, t'as envie de tester tous les gameplays, hâte que ça sorte. Et puis même en termes d'achat et de collection, je pense que demain tu dis voilà, je jette vraiment mon dévolu dessus, bah finalement j'achète que 2 x 20 infanterie, c'est fait, de 2 x 10 tireurs, c'est fait, tu vois ce que je veux dire. Finalement même la collection va aller assez vite, et tu peux vraiment te faire une belle gamme, une belle armée polyvalente pour pas grand chose en tout cas pour moins d'abus on va dire que d'autres jeux ou d'autres armées. Ouais, puis ça sera de toute façon agréable à jouer, agréable à affronter, quelles que soient les compositions d'armée, ce que tu vas apprendre, même s'il y a des choses qui peuvent paraître un peu fortes. On a vu que le tir, il y a peut-être les tromblons ou le tremblement-de-terre qui sont puissants, mais aujourd'hui dans le jeu on a beaucoup de règles d'occultants, donc ça permet aussi à Game Workshop de tester la balance du jeu et de voir un peu comment adapter ça dans les futurs Battle Scroll, etc. Tiens, intéressant que tu parles de ça. C'est quoi le retour de la méta par rapport au Caradron après 2-3 mois de sortie? Bah comme d'hab, les Caradrons c'est soit tout soit rien, et là on est plutôt dans une phase où c'est soit tout. Ça a fait du top 3 quasiment dans tous les tournois depuis que c'est sorti, mais bon c'est toujours pareil. Caradron c'est une armée de spécialistes, il y a très peu de joueurs qui les jouent. C'est un peu le pendant des taux à 40 000 quoi. Il y a peu de joueurs, mais les joueurs qui les jouent ils jouent très bien, et c'est des armées spécifiques, et les joueurs n'ont pas encore réussi à trouver la façon de les contrer. Mais je pense que le méta va s'adapter, on va ressortir tout ce qui est anti-tir, malus de shoot, etc., et puis tout le monde se fait aussi à la nouvelle version, donc il y a aussi beaucoup d'histoires qui viennent de la mauvaise, je pense, manipulation des tables et des sites de pouvoir pour rendre occultant, ce genre de choses, et donc ça va sûrement baisser petit à petit au fur et à mesure des mois. D'accord. Bah écoute, merci en tout cas d'être venu nous présenter les Forge Ruines de Hachut. J'espère clairement que vous allez aimer cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il vous plaît ce que vous pensez en ce moment d'Age of Sigmar. Est-ce que vous êtes des anciens joueurs qui ont envie d'y retourner? Est-ce que justement le très bon virage qu'a fait Game Workshop pour redorer le blason de cette 4ème édition vous a conquis ou pas? Ça m'intéresse, je lis tous les commentaires, j'y réponds même des fois la nuit. Donc vraiment, en tout cas ça m'intéresse, parce que je comprends pas aujourd'hui pourquoi est-ce que Age of Sigmar n'a pas le vent dans sa voile, qui pourtant est très belle. Ouais. C'est beau, ça. Ça travaille ses conclusions maintenant que c'est à 100K. C'est vrai. Putain, t'as un pote. Bon, bah il nous reste à dire à plus, le Wargamer.